Bien, bonsoir à tous, merci d'être venus ce soir. Alors, l'idée de cette conférence m'est venue à la lecture d'un article, ça s'est passé en décembre 2021. Cet article parlait d'une tribune que des magistrats avaient publiée, venaient de publier, sous le titre « Nous ne voulons plus d'une justice qui n'écoute pas et qui chronomètre tout ». Et cette tribune avait été signée par plus de 6500 magistrats et greffiers, c'est-à-dire en clair par plus de la moitié des magistrats de France. En même temps, au même moment, le gouvernement venait de lancer les États généraux de la justice, mais ces États généraux étaient limités à un petit nombre de questions qui étaient loin de recouvrir l'ensemble des problématiques qui avaient été soulevées par les magistrats dans cette tribune. Donc là, je me suis fait la réflexion suivante. Je me suis dit, ce malaise de la justice en France, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ça fait des décennies que j'en entends parler. Et il semble même que la situation empire d'année en année. Donc, il m'a semblé que ce sujet correspondait bien aux problématiques sociétales abordées au GREP. Et je me suis dit que si quelqu'un qui serait au cœur de l'institution judiciaire pouvait venir nous éclairer et nous donner des éléments pour mieux comprendre ce malaise persistant, ce serait très bien. Et donc, nous avons le plaisir d'accueillir ce soir Katia Dubreuil. Alors, Katia Dubreuil a fait ses études à Sciences Po Paris, puis à l'École nationale de la magistrature. Ensuite, elle a exercé une douzaine d'années en tant que magistrate, d'abord pendant 6 ans au parquet, puis pendant 6 ans en tant que juge d'instruction dans différentes juridictions. Ensuite, pendant 3 ans, elle a été détachée à la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives. Et ensuite, les 5 années suivantes, de 2017 à 2022, elle a été présidente du syndicat de la magistrature. Alors évidemment, pendant cette période, elle a été fortement sollicitée par les médias. Si vous allez sur YouTube, vous pourrez trouver de nombreuses vidéos à regarder. Elle a aussi été invitée à participer à des commissions d'enquête parlementaires. Et depuis 2022, depuis la fin de ce mandat de présidente du syndicat de la magistrature, elle a repris des activités de magistrate, en l'occurrence au tribunal de grande instance de Paris. Voilà, donc vous l'avez compris, Katia Dubreuil est certainement l'une des personnes les mieux placées en France pour nous parler du sujet de ce soir. Donc, merci encore d'être avec nous. Je vous laisse la parole pour votre conférence de 45 minutes à 1 heure. Et après votre conférence, comme toujours au GREP, il y aura un débat avec notre public. Voilà, donc je vous souhaite une très bonne soirée. Merci beaucoup. Bon, je vais m'asseoir parce que je ne me vois pas forcément rester 1 heure debout. Alors, merci beaucoup pour votre accueil. Je suis particulièrement heureuse d'être avec vous. Il faut savoir que j'appartiens, comme vous le savez, au syndicat de la magistrature. Et le syndicat de la magistrature, c'est un syndicat qui est né en 1968 et qui est né notamment de la volonté d'ouvrir la justice sur la société. À l'époque, peut-être encore aujourd'hui d'ailleurs, vous me direz ce qu'il en est de ce que vous en pensez quand on pourra échanger tout à l'heure. La justice était vue comme une institution dans sa tour d'ivoire et la vocation du syndicat, c'était notamment d'ouvrir les liens avec la société civile, avec les chercheurs en sciences sociales et avec les citoyens et de faire entrer la justice de plein pied dans la société. Donc, l'occasion qui m'est donnée aujourd'hui de parler devant vous et d'échanger avec vous est particulièrement précieuse pour moi. Donc, je suis vraiment ravie d'être là. Alors, peut-être pour avoir une idée avant que je commence, combien d'entre vous sont déjà rentrés dans un tribunal? Bon, je pense qu'il y en a déjà au moins 2, je sais. Donc, est-ce que nous avons des professions… Pardon? Sans menottes. Bon, bah, ça va. Après, on pourrait aussi avoir… c'est ça. On pourrait aussi avoir des personnes qui ont eu cette expérience. Ce ne serait pas inintéressant de pouvoir échanger aussi.
Bon, vous êtes quelques-uns, du coup, à avoir déjà une connaissance, je ne sais pas quelle est votre expérience, mais une connaissance un peu du tribunal. Mais je vais quand même tenter de dresser on m'a demandé de vous faire quand même un petit schéma du système judiciaire avant de commencer pour que ce soit plus aisé de suivre ensuite les problématiques dont je vais vous parler. Alors moi, évidemment, aujourd'hui, je suis venue vous parler de la justice judiciaire. C'est mon champ de compétences. Vous savez qu'en France, il y a deux ordres de juridiction, la justice judiciaire et la justice administrative, qu'il y a par ailleurs, mais ça on parle souvent de ces deux ordres-là. Il faut que j'arrête de faire des gestes, sinon vous allez me perdre. On parle de ces deux ordres principaux. Bien sûr, il y a la justice constitutionnelle qui est à part, c'est le Conseil constitutionnel qui va vérifier la légalité, enfin la conformité des lois à la Constitution dans la hiérarchie des normes. Il y a également la justice financière, c'est-à-dire la Cour des comptes, les chambres régionales des comptes, qui eux s'occupent de la régularité des comptes publics. Sorti de ça, justice administrative, justice judiciaire. La justice administrative pour les rapports entre les individus et l'administration, l'État, qui représente à peu près 1200 magistrats administratifs, avec à la tête le Conseil d'État. Le Conseil d'État avec ce statut un peu particulier qui est à la fois celui d'être la plus haute juridiction administrative, mais aussi de conseiller le gouvernement, de donner des avis sur les projets de texte, et donc qui avec on va dire un mélange de fonctions qui vont faire que c'est très poreux avec la haute fonction publique finalement, puisque l'idée c'est que pour juger l'administration, il faut aussi pouvoir en avoir fait partie pour comprendre les contraintes de l'administration. Donc là, on est dans un statut tout à fait à part, ce ne sont pas les mêmes magistrats, ce n'est pas la même école, ce n'est pas le même concours, etc. C'est la plupart des gens sont issus de l'ENA ou de concours spécifiques pour intégrer ces fonctions. Et après, vous avez donc la justice judiciaire dont je fais partie. Et donc, la justice judiciaire, c'est juger les conflits entre les particuliers. Donc ça, c'est principalement l'objet de la justice civile. Et vous avez bien sûr jugé les actes qui sont définis par la loi comme interdits et répréhensibles, les actes nuisibles à la société, si on reprend la Déclaration des droits de l'homme. Donc ça, c'est plutôt la matière pénale. Il faut savoir qu'on parle beaucoup dans les médias de la justice pénale. Je ne vous ai pas perdu encore. Bon, on parle beaucoup de la justice pénale dans les médias. Il faut savoir que 60% des décisions sont rendues par les tribunaux, qui sont rendues par les tribunaux, sont des décisions civiles. Alors, vous avez sur la différence entre justice civile et pénale. Voilà. Non, c'est pas ça. Ah non, j'ai pas de fiche là-dessus. J'ai une fiche sur la différence entre les magistrats du parquet et les magistrats du siège. Donc, je crois qu'il y en a quelques-unes qui ont été imprimées que vous pouviez prendre en entrant dans la salle. Les magistrats du siège sont les magistrats qui vont juger les affaires. Donc, vous avez un peu plus de détails dans la fiche, donc je ne vais pas tout reprendre, sinon ce serait un peu long. Les magistrats du parquet, ce sont des magistrats qui vont représenter les intérêts de la société et qui vont être principalement actifs en matière pénale, c'est-à-dire représenter les intérêts de la société quand une infraction est commise en suivant les enquêtes, en dirigeant les enquêtes de police sur les infractions qui sont commises, en décidant ensuite des poursuites et du mode de poursuite et en requérant devant le tribunal la peine qui semble adaptée au regard des intérêts de la société. Il a aussi un rôle potentiellement en matière civile dans certains cas, notamment en matière d'adoption ou d'autres matières dans lesquelles les intérêts de la société doivent aussi être défendus avec une voix du procureur. Mais principalement, le procureur s'occupe des affaires pénales. Le juge du siège, lui, s'occupe des affaires pénales et des affaires civiles. Donc, il y a le juge non spécialisé qui va juger au tribunal les affaires de conflit entre particuliers, les affaires civiles, qui va juger en matière pénale les infractions pénales. Et il y a aussi des juges spécialisés, des juges d'application des peines qui vont suivre la condamnation des personnes après leur condamnation, qui va suivre l'exécution de leur peine. Le juge des enfants qui va avoir une double fonction, s'occuper des enfants qui sont en danger
et pour lesquels il y a besoin d'une intervention de la justice pour contraindre les parents à un certain nombre de choses, et notamment, dans les cas les plus extrêmes, à un placement, si les conditions d'éducation mettent trop gravement en danger l'enfant. Et de l'autre côté, le juge des enfants s'occupe de juger les mineurs qui commettent eux-mêmes des infractions pénales. Le juge des contentieux de la protection, qui est le nouveau nom de l'ex-juge d'instance qui a été supprimé par la réforme du 23 mars 2019, dont je parlerai tout à l'heure brièvement, qui est un juge civil, mais qui s'occupe de contentieux spécifiques qui concernent principalement des publics assez vulnérables, puisqu'il s'agit notamment des crédits à la consommation, des questions de surendettement, des questions de problèmes pour payer son loyer, etc. etc. Le juge d'instruction, donc ça c'est ma fonction. Donc le juge d'instruction, c'est un juge un peu particulier parce que c'est un juge du siège, mais c'est pas un juge qui va trancher à la fin en prononçant des peines. C'est un juge du siège à qui le procureur de la République ou la plainte d'un particulier qui souhaite saisir un juge d'instruction va confier des enquêtes pénales pour les infractions les plus graves, donc les crimes, c'est obligatoire en matière criminelle, ou pour les infractions qui paraissent complexes, et donc on a besoin d'avoir un suivi par un juge qui va suivre ce dossier de manière très ténue. Le juge des libertés de la détention, enfin, qui est un juge qui va statuer sur tout un tas de contentieux, tous les contentieux qui mettent en jeu la liberté des personnes. Donc, quand une personne doit aller en détention provisoire, c'est lui qui va décider de le faire. Quand le juge d'instruction lui demande le saisit pour ça, il va aussi s'occuper de la liberté ou pas des étrangers placés en rétention. Il va aussi s'occuper de la liberté ou pas des personnes qui sont hospitalisées d'office sous contrainte, des personnes qui ont des problèmes de maladies psychiatriques. Voilà les différents juges. Donc, il y a un terme générique pour les juges et les parquetiers, c'est le terme de magistrat, comme vous pouvez le voir sur cette fiche, qui sont tous formés à l'École nationale de la magistrature, soit après un concours, soit après une intégration, après avoir exercé un autre métier. Il faut savoir aujourd'hui que la moitié du corps des magistrats est composé de personnes qui ont exercé un autre métier avant d'être magistrats, ce qui peut être un peu contraire à une idée reçue selon laquelle les magistrats, finalement, sont un corps très à part et qui ne connaissent pas d'autres réalités. On est formé à toutes les fonctions, donc toute sa vie, on peut exercer toutes les fonctions que je viens de vous citer, moyennant une petite formation d'un mois quand on rechange de fonction. Alors, il y a une importance aussi d'une autre fonction, qui est la fonction de greffier. Je crois que j'ai une fiche pour ça, voilà. Donc, les greffiers sont des rouages, des acteurs tout à fait indispensables, et leur rôle est extrêmement important pour la justice. Souvent, on parle moins d'eux que des magistrats ou des avocats. On entend moins parler d'eux dans les médias, ce qui est bien dommage, puisque ce sont nos collaborateurs essentiels qui authentifient les procédures, sans lesquelles la justice ne peut pas tourner. C'est eux qui prennent les notes lors des audiences, qui vont en fait ensuite taper le jugement et l'authentifier, qui vont s'assurer de la régularité de la procédure tout au long de la procédure. Quand on est juge d'instruction, c'est le greffier, quand on interroge des personnes qui tapent les déclarations de la personne, qui authentifie dans le procès-verbal que ce qui est écrit, c'est bien ce que la personne a déclaré. Donc, sans greffier, on ne peut absolument rien faire. Et malheureusement, nous avons un terrible problème de manque de moyens au niveau du greffe qui s'ajoute au manque de moyens humains dont je parlerai tout à l'heure. Alors, pour parler très vite, parce que je vois que l'heure tourne très vite, de l'organisation territoriale des juridictions, vous avez 164 tribunaux judiciaires, 36 cours d'appel. Donc, les ressorts de cours d'appel, ça ne correspond pas aux régions, ça correspond à l'histoire. Et au sein de chaque cour d'appel, il y a plusieurs tribunaux judiciaires. Quand une affaire est jugée au tribunal judiciaire et qu'on fait appel, on va à la cour d'appel du ressort. Il y a un enjeu de proximité par rapport à cette répartition géographique, une proximité de la justice pour que les personnes qui veulent faire valoir leurs droits et saisir la justice puissent s'y rendre. Pour certains publics, ça peut être compliqué d'aller trop loin. Donc, c'est une question importante.
On aura peut-être le temps d'en parler dans le débat plus tard. Et par ailleurs, tout en haut de la hiérarchie des juridictions, il y a la Cour de cassation, donc, qui juge en droit les litiges. Enfin, une fois que une procédure est passée en appel, si le justiciable considère qu'il n'y a pas été fait une application exacte du droit, il va pouvoir saisir la Cour de cassation, qui ne va pas rejuger sur le fond, mais qui va se prononcer en droit. Alors, on entend souvent parler d'autres tribunaux, avec par exemple le tribunal correctionnel. Donc, il faut savoir que tout ça, ce sont des formations. Les seules vraies juridictions à part entière, ce sont les tribunaux judiciaires aujourd'hui, les cours d'appel et la Cour de cassation. Un tribunal correctionnel, c'est une formation du tribunal judiciaire qui va juger les infractions délictuelles, les affaires correctionnelles. Donc, il y a déjà beaucoup d'informations. Ça va? Vous êtes toujours là? OK. Alors, je voudrais juste parler rapidement, avant de parler du malaise de la justice, en quelques minutes, du rôle constitutionnel de la justice judiciaire, puisque c'est une autorité qui est, au terme de la Constitution, dans l'article 66, la gardienne de la liberté individuelle. C'est la raison pour laquelle la Constitution prévoit également dans son article 64 le principe de l'indépendance de l'autorité judiciaire. Bon, je ne vais pas vous faire tout un cours de Montesquieu là, mais en tout cas, c'est très important d'avoir en tête que par rapport au principe de l'état de droit, nous sommes dans un état de droit, il y a ce principe de séparation des pouvoirs selon lequel chaque pouvoir arrête finalement le pouvoir de l'autre pouvoir. Et donc, la justice judiciaire, les seuls juges qui sont investis de ça, doivent pouvoir garantir les citoyens contre l'éventuel arbitraire du pouvoir exécutif notamment. Et elle a ce rôle constitutionnel de gardienne de la liberté individuelle. C'est effectivement ce principe selon lequel on ne peut être privé de sa liberté que par rapport à une infraction pénale qui a été préalablement définie. Donc, on ne dit pas tout à coup, vous avez fait ça, c'est interdit. Non, ça devait être prévu avant. Donc, c'est le code pénal qui dit qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui a été interdit. C'est discuté à l'Assemblée nationale, la loi commune est définie conjointement. Et ensuite, on ne peut pas arrêter une personne si elle n'a pas commis quelque chose qui correspond à ces infractions précisément définies. C'est ça qui permet d'éviter le risque d'arbitraire. Et donc, la justice, elle, son rôle, ça va être de vérifier qu'il n'y a pas de privation de liberté en dehors de ces conditions. C'est un principe qui, malheureusement, est un peu en régression, mais ça, ce serait le sujet d'une autre conférence. Et par ailleurs, la justice a aussi un rôle important qui est celui de garantir l'exercice de leurs droits par les personnes, ce qui est un enjeu très fort, notamment au regard de la question de l'accès au juge, c'est-à-dire que quand une personne est victime d'une injustice dans un rapport de travail, de voisinage ou autre, elle doit pouvoir, ou dans n'importe quel type de rapport social en quelque sorte, elle doit pouvoir être rétablie dans ses droits, elle doit pouvoir saisir la justice, donc là on parle plutôt de la justice civile, pour pouvoir se voir rétablie dans ses droits, d'où la question importante de l'accès au juge pour les justiciables. Souvent, la justice a affaire à des personnes qui sont vulnérables, qui ont des parcours de vie difficiles, qui sont des personnes abîmées, même si ce n'est pas toujours le cas. Il y a aussi des personnes qui ne sont pas dans cette situation. On a affaire à tous les milieux, à toutes les origines, à toutes les nationalités dans les tribunaux. Ce qui nécessite évidemment un effort de pédagogie pour se faire comprendre et donc évidemment du temps. Donc vous voyez à travers un peu ce que je vous décris du rôle de la justice, déjà en filigrane, que quand on n'a pas les moyens de faire son travail correctement, au regard de la haute idée qu'on peut se faire de son rôle en devenant magistrat par rapport à tous ces enjeux-là, évidemment, il y a une question de perte de sens qui est évidente parce qu'on a une haute idée de l'utilité de la fonction de magistrat quand on rentre dans ce métier. Alors, sur le sujet de la conférence elle-même, les raisons du malaise de la justice, je vois 3 principales raisons dont je vais vous parler. Les moyens humains et matériels, évidemment. Ça, c'est ce qui est le plus connu. Ça finit par quand même être pas mal dit dans les médias. Les attaques aussi contre l'indépendance de la justice. Et troisièmement, même si ça peut paraître moins évident, pour les magistrats, je pense qu'il y a aussi un malaise qui est dû au ressenti qu'on peut avoir d'un certain recul de l'état de droit.
Et je vous parlerai ensuite rapidement du sens des réformes qui ont été entreprises ces dernières années pour la justice, puis de la tribune qui est venue dans ce contexte arrivé en novembre 2021, de ses suites et notamment des perspectives après les États généraux de la justice. Alors pourquoi le malaise ? Je vais passer ça parce que je vois que l'heure tourne. Du point de vue des professionnels, j'étais partie au départ du malaise, du ressenti qu'on évoque souvent par les citoyens, la lenteur, la complexité, l'arbitraire, l'incohérence des décisions et le laxisme, pour vous dire que ce n'est pas exactement le même diagnostic qui est fait par les magistrats, mais peut-être que du coup, on pourra parler de ça ensemble quand on échangera ensuite. Je vais aller un peu plus vite et donc vous parler du point de vue des magistrats, des professionnels de justice. Il y a un diagnostic qui est totalement partagé, c'est le manque de moyens humains et matériels. Alors, une petite fiche sur le sujet que vous avez aussi pu récupérer en imprimé en entrant. Donc, ce sont les chiffres de la CEPEJ qui nous dit que la France a un retard énorme en termes de nombre de juges et de procureurs, et non seulement de juges et de procureurs, mais aussi de greffiers, sans lesquels, donc, comme je disais, rien ne peut fonctionner. Donc, vous voyez un petit peu les différentes statistiques, ce qui laisse voir le retard de la France en la matière. Il y a également un gros problème dans la justice en France d'informatique totalement vétuste, avec des logiciels des années 90 qui se bloquent, parfois sont en panne plusieurs jours. Or, on ne peut pas sortir les décisions ou travailler sans ces logiciels, qui sont inadaptés aux besoins. Parfois, des milliers d'euros, voire plus, sont dépensés pour faire de nouveaux logiciels pour certaines fonctions, et il s'avère qu'ils ne sont pas du tout adaptés aux besoins qu'on peut avoir. Et nous avons par ailleurs des ordinateurs vétustes qui tombent en panne, qui fonctionnent mal, etc., qui mettent des heures à redémarrer. C'est quelque chose qui est... je veux dire, il ne se passe pas une semaine dans un tribunal sans qu'on entende râler les uns ou les autres sur le fait qu'ils n'ont pas pu faire ce qu'ils devaient faire à cause d'un problème matériel. Donc, il en résulte une charge de travail qui est extrêmement importante pour tous les professionnels. Nous avons fait au syndicat de la magistrature un sondage auprès de nos collègues. Alors, je vous ai juste mis les petites images de couverture parce que nous avions édité ces petites analyses de nos sondages en 2019 et puis réédité en 2022. On avait titré ce document, comme vous voyez, l'envers du décor. Le syndicat de la magistrature avait adressé ce questionnaire à tous les magistrats. Il y avait 10% d'entre eux, quasiment 10% d'entre eux qui avaient répondu en 2019 et plus encore en 2022. Il y a 1000 magistrats qui ont répondu en 2022, donc un peu plus de 10%. Alors, pour vous donner un peu une idée, en 2022, 88% des personnes qui ont répondu disent que la charge de travail a un impact sur la qualité du travail qui est fourni aux justiciables. 92% disent qu'il y a un impact sur la vie privée. 76% disent que leur charge de travail a des répercussions sur leur santé physique et psychique. Et 39% des magistrats qui ont répondu déclarent se considérer en situation de souffrance au travail. Un concept très à la mode, mais malgré tout, une réalité qui est assez palpable dans les résultats de ce sondage. Alors, il y a plusieurs conséquences pour le justiciable. Évidemment, le premier auquel on pense, ce sont les délais de la justice. On ne dispose pas d'indicateurs très fiables, malheureusement, dans la justice sur les statistiques. On a rarement accès à des chiffres très récents, mais je peux quand même vous donner quelques exemples, notamment tirés du rapport de l'Inspection générale de la justice de 2021 sur les stocks de dossiers. Ce qui est très parlant, finalement, c'est l'indicateur de performance qui est utilisé dans ce rapport. C'est un indicateur de performance qui a été fixé dans le cadre de l'examen des projets de loi de finances pour le programme Justice. C'est un indicateur qui s'appelle le délai théorique d'écoulement des stocks des procédures, le DTES. En fait, c'est très simple, c'est le délai qu'il faudrait à une juridiction dans tel contentieux pour, si elle n'avait pas du tout d'affaires nouvelles pendant des mois et des années, traiter juste ce qu'elle a en stock. C'est ça, le délai. Le nombre de mois, il s'exprime en nombre de mois, pas en nombre de jours, vous vous doutez bien. Alors, en première instance, au tribunal judiciaire, dans le rapport de l'IGJ, de l'Inspection générale de la justice, l'indicateur
pour les contentieux traités par les juges aux affaires familiales, ceux qui s'occupent des divorces, des séparations, des droits de garde des enfants dans ce cadre, etc., le délai, le fameux DTES, est considéré comme correct lorsque le délai est inférieur à 16 mois. Ça devient moins bien quand c'est entre 16 et 18 mois, et au-delà, on considère que là, ça pose un problème. En fait, qu'est-ce qui se passe? On ne définit pas un délai correct en fonction de ce qu'il faudrait, on définit ce délai par rapport à la moyenne des délais de traitement, et on considère que les tribunaux qui sont trop au-dessus sont dans le rouge, et ceux qui sont plutôt en dessous, ça va. Mais on n'est pas sur des délais raisonnables, on est bien d'accord. Un autre exemple, par exemple, le jugement des affaires qui fait l'objet d'une instruction. C'est les affaires, donc, comme je vous disais, les plus complexes et les plus graves en matière de délinquance. Un indicateur, donc ça veut dire le dossier passe un certain temps dans le cabinet du juge d'instruction qui fait l'enquête. Je vous dirai après les délais, je peux vous le dire tout de suite d'ailleurs. La durée moyenne, c'est 29 mois. Voilà. Pour une affaire criminelle, pas pour les affaires moins graves. Les affaires criminelles, donc vous savez, les meurtres, les viols, les affaires, les crimes. On ajoute à ça le temps entre le moment où ça sort du cabinet de juge d'instruction, le temps que ça vienne pour être jugé, puisque le tribunal a des stocks et le dossier va attendre. En moyenne, l'indicateur est correct quand c'est inférieur à 12 mois. C'est-à-dire quand le dossier est fini, on est prêt à le juger, on va encore attendre 1 an pour pouvoir juger l'affaire. Vous voyez qu'il y a véritablement un problème. Pour le Conseil des prud'hommes, l'indicateur, le fameux délai, toujours là, le DTSE, c'est correct quand on est en dessous de 15 mois. Alors, pour vous donner par ailleurs d'autres chiffres, et après je vais passer, en 2019, le délai moyen de jugement d'une affaire civile était de 11 mois au tribunal judiciaire et 15 mois en cour d'appel. Alors, il faut savoir, quand je vous ai donné les chiffres tout à l'heure du juge aux affaires familiales, que ça fait partie des contentieux les plus massifs, où il y a le plus d'affaires, raison pour laquelle la situation est pire aux affaires familiales que dans d'autres contentieux civils. Mais malgré tout, on est quand même à 1 an au tribunal judiciaire et 15 mois en cour d'appel. Ça veut dire, vous avez un problème, vous saisissez la justice, vous attendez 1 an la décision. Est-ce que vous avez envie d'attendre ensuite 18 mois si la décision ne vous convient pas pour faire appel, pour avoir une décision en appel? Manifestement, vous risquez de renoncer, ce qui pose un problème d'effectivité de l'exercice de vos droits. Pareil, en matière pénale, l'indicateur, toujours le merveilleux indicateur DTES dont je vous parlais tout à l'heure, considère comme correct le délai de jugement en appel quand il est inférieur à 10 mois. Donc c'est pareil, est-ce qu'on a envie de faire appel quand on est condamné en justice et qu'on estime que la peine n'est pas juste et d'attendre 15 mois d'avoir une nouvelle peine? Ce n'est pas certain. Voilà pour les délais. Alors ensuite, sur la qualité de la justice. Alors, avec ce manque de moyens humains, on a des horaires qui sont problématiques, comme vous pouvez le voir sur ces quelques petits morceaux de coupure de presse. Donc ça, ce sont les horaires des audiences. À Paris, quand on finit son audience de comparution immédiate à minuit, on est très content. Vraiment, ça s'est bien passé. Donc, on est quand même dans un questionnement. Est-ce qu'on peut juger à cette heure-là? Est-ce qu'on peut juger les gens correctement quand on a enchaîné des heures et des heures d'audience et qu'il est minuit, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures du matin? Ce n'est pas des choses qui arrivent rarement, c'est plutôt le quotidien. On n'a pas le temps non plus, dans un certain nombre de cas, de motiver ces jugements. Ça veut dire que vous allez être condamné à une peine d'emprisonnement, ça peut aussi être le cas, et vous allez avoir un jugement avec une motivation type, parce qu'on n'a plus le temps de motiver forcément tous les jugements. Donc dans les affaires, bien sûr, les plus graves ou les plus emblématiques, il va y avoir une motivation. Donc quand il y a un appel aussi, on va motiver les jugements. Mais sinon, il faut savoir que la plupart des jugements en matière pénale ne seront pas motivés. Il va y avoir le problème des délais d'exécution des décisions. Une fois que la décision est prise, il faut qu'il y ait un greffe pour taper la décision et pour qu'on puisse ensuite la remettre au justiciable pour qu'il puisse la faire exécuter. On va parfois reprendre quelques mois de retard, en plus de tous les délais dont je vous ai déjà parlé, pour avoir son jugement. Quand la peine est prononcée,
si ce n'est pas une peine de prison qu'on exécute dès qu'on sort du tribunal, parce qu'on n'est pas dans ce cas-là, on est dans une peine de travail d'intérêt général, une peine de sursis avec des obligations de soins ou autres, il va falloir la mettre à exécution. Ça, c'est le travail du parquet. Et là, c'est pareil. Il y a de gros retards. Donc, on peut prendre 6 mois, encore 1 an dans la vue pour la mise à exécution de la peine. Le manque de moyens humains, ce n'est pas seulement les magistrats, les greffiers, c'est aussi les services qui mettent en œuvre nos décisions, qui sont dans le même état. Donc, quand on prend une décision, quand enfin on a réussi à prendre une décision, eh bien, elle peut être vidée de sens. Parce que quand un juge des enfants place un enfant, mais que l'aide sociale à l'enfance n'a pas de moyens pour pouvoir recevoir cet enfant et que la décision de placement n'est pas mise à exécution, ça n'a servi à rien. Quand un juge des enfants ordonne qu'un éducateur pour un mineur qui a commis des actes de délinquance puisse venir dans la famille pour suivre ce mineur et qu'il va mettre 6 mois ou 1 an à arriver, ça vide la décision de son sens. Pareil pour les personnels des services pénitentiaires d'insertion et de probation, qui sont les personnes qui suivent les condamnés, qui sont censés les voir à échéance très régulière pour vérifier qu'ils s'insèrent dans la société, qu'ils suivent leurs soins, qu'ils cherchent une formation ou un travail, etc. On a un certain nombre de dossiers qui ne sont pas pris en compte parce qu'il n'y a pas suffisamment de conseillers d'insertion et de probation. Donc, on ordonne un suivi et il n'est pas mis en œuvre. Après, il y a tout ce qui se passe en prison. Vous savez qu'il y a une situation de surpopulation carcérale très importante et des personnels insuffisants aussi pour suivre les détenus, pour proposer des activités pour que ces détenus puissent avoir accès là aussi à l'école, aux soins, se soigner et donc préparer leur sortie et leur réinsertion, ce qui est quand même un enjeu. C'est-à-dire que quand on met des personnes en prison, on peut essayer d'espérer quand elles vont ressortir, elles ne vont pas recommettre des faits parce que leur situation aura changé. Mais malheureusement, c'est pareil. En termes de réinsertion, on n'a pas du tout suffisamment de moyens en prison pour que les personnes aient accès aux soins, à la formation et au travail. On a également un gros problème d'escorte dans la justice depuis quelques années, puisqu'on a voulu faire quelques économies de personnel. Et quand c'est le ministère de la Justice qui a repris cette charge de faire les escortes, c'est-à-dire de vous amener les détenus dans votre bureau pour que vous puissiez les entendre, depuis la prison notamment, on n'a pas prévu suffisamment de monde. Donc, régulièrement, vous êtes juge d'instruction, vous essayez de convoquer des gens pour les entendre et on vous appelle, on vous dit impossibilité de faire, c'est comme ça que ça s'appelle, parce que le service des escortes n'a personne pour vous amener votre détenu. Donc, vous imaginez bien que les délais de l'instruction, il n'y a pas que ça, mais ils en prennent aussi un coup à cause de ça. Donc, en conclusion, on n'est pas suffisamment nombreux, les décisions arrivent trop tard, il n'y a pas assez de temps consacré au dossier, parce qu'évidemment, quand on juge jusqu'à minuit, 1h du matin, on ne passe pas le même temps, on n'est pas détendu à se dire on va écouter tout ce que la personne en face a à dire, on va écouter patiemment les avocats qui veulent plaider, etc. On essaye tous de gagner du temps. Donc, en termes de ressenti pour le justiciable, l'impression de ne pas avoir été écouté, forcément, peut aussi exister. Donc, il y a une souffrance éthique très, très lourde pour les magistrats, pour les avocats aussi, puisque eux, ils doivent se dépatouiller dans tout ça et essayer de défendre leurs clients dans ce contexte extrêmement dégradé. Pour les greffiers qui sont aussi dans un épuisement et une perte de sens. Donc, c'est un point sur lequel magistrats, avocats, greffiers combattent côte à côte depuis des années avec pas mal de manifestations, d'interpellations des pouvoirs publics et autres. Malheureusement, ça n'a pas pour l'instant beaucoup fonctionné, même s'il y a une toute petite embellie qui peut-être va avoir lieu. On en parlera tout à l'heure. Alors, deuxième point qui paraît expliquer aussi le malaise de la justice, les atteintes à l'indépendance de la justice qui se multiplient. Il y a une fragilité du statut des magistrats au regard du principe d'indépendance dont je vous parlais tout à l'heure, qui est dans la Constitution, notamment dans les conditions de nomination. Alors, je ne vais pas du tout rentrer dans les détails parce qu'à la fois c'est technique
Et puis, c'est long, si je devais vraiment vous expliquer, même si vous pouvez me poser des questions tout à l'heure si vous le souhaitez, mais dans les conditions de nomination des magistrats, de carrière, d'avancement, notamment pour les magistrats du parquet, mais aussi pour les magistrats du siège, effectivement, il y a une certaine fragilité du statut des magistrats, alors qu'il faudrait que leur carrière soit quand même un peu mise à l'abri du fait qu'ils contentent ou non, qu'ils fassent ou non plaisir à leur hiérarchie dans les juridictions ou au pouvoir politique pour être nommés. On peut donner un exemple récent d'un magistrat économique et financier, Serge Tournaire, qui a mis en examen François Fillon il y a quelques années, qui a eu beaucoup d'autres affaires très médiatiques et que manifestement notre ministre ne voulait absolument pas nommer. Donc le poste qu'il avait demandé restait vacant parce qu'évidemment, il apparaissait quand même comme le mieux placé pour l'occuper, donc c'était difficile de nommer quelqu'un d'autre à sa place, mais il a fallu un peu tordre le bras du ministre avec quelques communiqués de presse pour que finalement ce magistrat puisse être nommé dans des fonctions. Il y a des attaques sur la justice quasiment à chaque fois, vous l'avez peut-être remarqué, qu'un responsable politique fait l'objet d'une procédure judiciaire. Son camp, voire plus largement maintenant l'ensemble des politiques d'ailleurs, vilipendent la justice parce que forcément la justice le ferait pour des raisons politiques. Ça fait 20 ans que ça dure, ça a commencé sans doute encore avant, mais enfin l'exemple le plus ancien dont je me souviens c'est l'affaire Urba, qui mettait en cause des membres du Parti socialiste. Et donc il y a un effet de répétition et pour nous, il faut bien le dire, de lassitude, puisque on a des responsables qui sont potentiellement soit dans des fonctions de responsabilité au gouvernement, soit qui prétendent occuper ces fonctions ou qui les ont occupées, donc des personnes dont la parole quand même est assez légitime, a une forme de légitimité pour les citoyens, ou en tout cas qui peuvent faire du bruit et être entendus, parce que tous les médias leur sont ouverts, qui viennent taper sur la tête de la justice en expliquant à chaque fois que c'est pour des mauvaises raisons. Alors, manifestement, il faut croire que les magistrats sont à la fois contre le centre, la gauche et la droite, puisque aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, tous les partis, sans exception, je crois, politiques, ont déjà, tous les responsables de tous les partis politiques ont déjà fait ce genre de critique. Donc notre travail, nous, comme organisation syndicale de magistrats, c'est assez régulièrement d'aller expliquer dans les médias qu'il y a un principe d'égalité devant la loi. Donc la justice, ce serait problématique son fonctionnement si elle était capable seulement d'être faible, d'être forte avec les faibles, mais si elle était faible avec les forts, que donc ce principe est important, que tout le monde doit répondre de ses actes devant la loi, y compris un certain nombre de responsables politiques quand des infractions sont commises. Et à déjouer finalement un certain nombre d'arguments fallacieux qui en général visent à faire monter la sauce sur le supposé complot qui peut exister contre tel ou tel responsable politique. Ça, ces attaques, elles animent beaucoup l'image de la justice. Et nous, la justice n'a pas de porte-parole, on va dire, institutionnellement. La justice est relativement muette. Elle prend très rarement la parole. Vous entendez rarement, ça arrive de plus en plus parce que ça change un peu, mais un président de tribunal ou autre à la télévision. Et quant aux syndicats, vous pensez bien que France Inter va plus facilement donner un prime time à Éric Dupond-Moretti qu'à moi, par exemple, hein, soyons clairs. Voilà. Donc c'est un petit peu difficile. Et ces dernières années, ça s'est multiplié, et notamment depuis 2020-2021. D'ailleurs, le Conseil supérieur de la magistrature, qui est notre instance de discipline et de nomination, et qui est composé majoritairement de membres extérieurs qui ne sont pas magistrats, est sorti de sa réserve habituelle en 2020 et en 2021 et a fait des communiqués de presse, alors sur un ton très sibyllin. Donc, le CSM, quand il dit nous sommes très inquiets ou nous sommes très vigilants sur tel point, ça veut dire c'est la révolution. Hein. Normalement, le CSM ne s'exprime pas, mais il l'a fait et à plusieurs reprises parce que vraiment ces attaques sont devenues extrêmement récurrentes et il a rappelé qu'il fallait qu'il fallait protéger l'indépendance de la justice.
et arrêter des pressions sur les juges. Il y a une atteinte à l'indépendance de la justice qui a profondément ulcéré les magistrats en 2020. C'est la question du conflit d'intérêts du ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, qui a donné lieu... qui a donné lieu à des manifestations en septembre 2020 de magistrats. Pour faire très rapide, même si c'est une affaire qui, en réalité, pareil, mériterait beaucoup d'explications parce qu'elle est complexe et difficile à appréhender pour surtout qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites qui étaient fausses dans les médias à ce sujet. Mais en tout cas, le ministre a engagé une procédure administrative contre des magistrats qu'il avait précédemment vilipendés quand il était avocat et contre lesquels il avait déposé plainte, annoncé déposer plainte ou déposé plainte. Il était donc en situation de conflit d'intérêts en lançant ces procédures administratives. Et précisément, il s'agissait de magistrats spécialisés en matière économique et financière, ces fameux magistrats qui sont quand même toujours un peu sous l'œil du pouvoir parce qu'ils peuvent être amenés à mettre en examen tel ancien président de la République ou autre. Alors, ces procédures se sont soldées l'année dernière par une absence de faute constatée par le Conseil supérieur de la magistrature et de sanctions prononcées. Mais il n'en reste pas moins qu'il y avait une volonté d'impressionner ces juges. Et surtout, pour tous les magistrats, il y a eu le sentiment que dans le jeu institutionnel, puisque nous avons dénoncé les syndicats et les magistrats dans des manifestations, le conflit d'intérêts, mais il y a l'impression que dans le jeu institutionnel, ce n'est pas possible de faire constater et sanctionner une atteinte à l'indépendance de la justice, parce que finalement, ce n'est pas suffisamment grave, ça ne fait pas assez de bruit. Donc, le politique n'a pas peur, entre guillemets, de perdre du crédit auprès des citoyens en laissant faire. Et donc, finalement, on peut tout à fait attaquer l'indépendance de la justice sans qu'il ne se passe rien. Et ça, c'est quelque chose qui est effectivement très inquiétant par rapport ça traduit quand même un certain déséquilibre dans notre vie démocratique. Alors, au-delà des attaques, de ces attaques-là, plus généralement, on assiste à un recul de l'état de droit et une justice qui est accusée de toutes parts, finalement, d'être en décalage avec la société. Puisque, alors je ne vous ai pas montré, ce n'est pas très grave, parce que c'était pour la blague, mais voilà, une petite, si jamais ça vous intéresse, nous avions fait une petite infographie pour débrouiller un peu les termes de cette question du conflit d'intérêts, qui est sur le lien. Vous pouvez regarder sur le lien si ça vous intéresse d'avoir nos explications sur ce sujet. Donc, j'en étais au recul de l'état de droit. Donc, depuis quelques années, il s'est instauré à partir d'un débat public sur la sécurité dans lequel certains soufflent sur les braises. Un impératif pour les responsables politiques, c'est de montrer qu'ils agissent en matière de sécurité. Et dans ce contexte, la justice est souvent accusée de tous les maux. Il y a eu une intensification des critiques ces derniers temps, ces dernières années. Ça existe depuis très longtemps, mais ça s'est beaucoup intensifié ces dernières années, y compris des gouvernants qui finalement semblent y voir un moyen de détourner l'attention d'eux-mêmes, quoi. Il y a un procès quotidien en laxisme de la justice alors qu'il résulte des recherches sur le sujet, des chiffres et des statistiques que c'est faux, et notamment quand il y a une affaire criminelle marquante qui légitimement crée de l'émotion, beaucoup d'attaques de la justice en général. Alors je vous montre juste je ne vais pas m'apesantir beaucoup, mais je vous montre juste sur le laxisme de la justice cette diapo qui est tirée des statistiques, des écrits de l'Observatoire international des prisons. Donc, vous voyez que contrairement à ce qui est souvent affirmé, les peines d'emprisonnement prononcées augmentent, le nombre de détenus augmente. Il augmente sous l'effet de deux facteurs. D'abord, il y a plus de peines de prison ferme prononcées et ensuite, elles sont plus longues au fil des années. Donc, on voit une explosion de la population carcérale qui, par ailleurs, ne s'explique pas, contrairement à ce qui est souvent affirmé, par une augmentation de la délinquance. C'est une augmentation de la réponse pénale, c'est-à-dire qu'on
dans l'évolution de la société. On admet moins un certain nombre d'actes de délinquance. Et donc, les parquets qui avant classaient sans suite pas mal d'affaires, maintenant, classent beaucoup moins d'affaires sans suite. Et l'augmentation de la délinquance, ça pourrait faire un thème de conférence, là encore, à soi tout seul. Donc, je ne vais pas vous en parler. Je ne vais pas vous montrer plein de chiffres, etc. Mais de fait, cette idée selon laquelle il y a une augmentation, une explosion de la délinquance, elle est fausse, même si, bien sûr, ça dépend des types d'infractions, etc. On n'a pas le temps de rentrer là-dedans. Je vous montre juste un petit exemple sur le nombre d'homicides voilà, et de blessures suivies de mort, où on voit que c'est stable depuis les dernières années. Et il faut savoir que là, vous voyez le haut de la courbe là, qui va vers 2008, qui était plus élevé. En réalité, le nombre d'homicides en tendance sur les 20 dernières années a baissé. Donc, le problème, c'est que nous, et notamment au syndicat de la magistrature, on accepte parfaitement que les décisions de justice soient critiquées, c'est tout à fait légitime en démocratie, que des dysfonctionnements de l'institution judiciaire soient critiqués parce qu'il en existe et c'est tout à fait normal dans le débat public que ça puisse être critiqué. En revanche, ce qui est plus difficile pour les professionnels de justice, c'est que le débat public est mal posé à partir souvent de constats, de faits, d'éléments factuels qui ne sont pas exacts, et que comme ces éléments erronés sont portés à la connaissance du public, c'est à partir de là que s'instaure le débat, que ce soit d'ailleurs sur les éléments factuels ou sur les motifs juridiques d'une décision, qui sont souvent déformés quand ils sont présentés dans la presse. Et donc, on se retrouve pris en tenaille dans cette situation. Et à chaque fois qu'il y a un fait, enfin, un acte de délinquance particulièrement marquant qui a créé une émotion ces derniers temps, derrière, on a une loi. Donc, il faut montrer qu'on fait, il faut montrer qu'on répond, il faut montrer qu'on réagit du côté du pouvoir politique. Donc, il s'est installé un cercle vicieux infernal de réformes qui sont tout à fait incessantes. Un fait divers, une loi. On peut dire que le code de procédure pénale est modifié à peu près tous les 6 mois au gré des faits divers. Et du coup, en plus d'une charge de travail trop lourde, les professionnels de justice se retrouvent à devoir appréhender tout le temps un droit qui est tout le temps en mutation, avec des risques d'erreur, évidemment, des trames qui ne suivent pas, parce que je vous parlais de nos logiciels qui sont tout pourris, mais en plus, il faut les changer tous les 6 mois, parce qu'en fait, on change des textes, ça ne suit pas. Donc, on doit faire les trucs à la main, on doit se rappeler que là, quand on sort telle trame, ce n'est pas le bon article qui est visé, donc il faut le changer, etc. C'est un nid à erreur de procédure. Et bon, bien sûr, je ne parle même pas de la perte totale de cohérence globale finalement de notre code de procédure pénale au gré des différentes petites modifications pour répondre à tel ou tel fait divers. Il y a eu pas mal d'exemples ces derniers temps. Le dernier en date, même si on n'a pas encore de réforme votée, c'est l'affaire qui concerne M. Palmade, où on va du coup modifier les peines encourues pour la conduite sous stupéfiants, les conséquences que ça a sur le permis. Demain, ce sera peut-être quelqu'un qui aura consommé de l'alcool qui va faire un truc aussi, qui va créer un accident aussi affreux. Et du coup, il faudra dire, ah bah oui, l'alcool aussi, tiens, on n'avait pas pensé. Bon, voilà, ça n'a tout simplement aucun sens. À chaque fois que ces textes sont votés, il n'y a pas d'étude d'impact sérieuse qui est faite pour que le législateur puisse aussi appréhender que si on modifie tel ou tel texte, il va peut-être falloir plus de greffiers, de magistrats pour pouvoir après appliquer finalement ce qu'on aura voté. Et on ne réfléchit pas du tout aux grands équilibres de la procédure, mais on répond à un cas particulier au cas par cas. Par ailleurs, on a, dans le contexte dont je vous parlais, où la sécurité est devenue un enjeu tellement important, une toute-puissance du ministère de l'Intérieur par rapport au ministère de la Justice. Le ministère de la Justice, malgré tout, il est encore là pour rappeler un certain nombre de principes de l'état de droit dans les arbitrages ministériels, etc. Souvent, sa parole pèse pas très lourd parce qu'on a en face un ministère de l'Intérieur qui va expliquer qu'il faut ça, ça et ça et ça pour plus de sécurité. Et on retrouve ce déséquilibre dans les juridictions. C'est-à-dire qu'actuellement, alors que dans les principes et dans la Constitution et dans la loi, c'est le procureur de la République qui est censé décider de la politique pénale qui doit être appliquée dans une juridiction, c'est-à-dire quelles sont les infractions, la délinquance, quel est le diagnostic qu'on fait sur un territoire
où il y a tel ou tel type de délinquance qui est plus grave, plus développé qu'ailleurs, etc. Et donc, on va concentrer ses efforts dessus. Ça, c'est normalement le rôle du procureur de la République, sous la hiérarchie, l'autorité du ministre de la Justice, qui doit définir les grandes orientations et le procureur ensuite les applique. En réalité, ce n'est pas du tout ça qui se passe. C'est le ministère de l'Intérieur qui définit, en mettant des effectifs de police plus ou moins renforcés pour tel ou tel type de contentieux, quelles infractions vont être relevées, parce que bien sûr, il y a des infractions qu'on commet qui sont forcément relevées. Quand on tue quelqu'un, il y a un meurtre, on le voit et on le traite. Mais il y a toute une délinquance qui est occulte, qui ne se voit pas. Et donc, selon qu'on décide de concentrer ses efforts dessus ou pas, on va avoir ces affaires-là qui vont être traitées. Donc là, c'est la police qui décide majoritairement, dans les faits, de traiter la délinquance visible, celle qui justement consiste, voilà, les vols dans la rue, les vols de téléphone portable, ces choses qui sont évidemment très... Enfin voilà, donc, il faut des réponses pénales pour ce type d'acte, mais tous les moyens sont concentrés là-dessus et toute la délinquance de criminalité organisée qui porte un tort très très grave, très très lourd à la collectivité, mais qui est moins immédiatement visible, finalement, va être laissé de côté. Les moyens, en tout cas, ne vont pas être donnés à la même hauteur. Actuellement, par exemple, vous avez très peu d'enquêteurs qui sont spécialisés en matière économique et financière. Ils croulent sous le travail, ce qui fait qu'il y a encore moins de gens qui ont envie de faire ça. Et ils sont très très peu, ils ne sont pas du tout assez nombreux pour pouvoir faire des enquêtes véritablement complètes sur des grands phénomènes de délinquance, y compris transfrontaliers. Donc là, on a aussi une explication au malaise de la justice parce que nous, magistrats, on a l'impression qu'on est noyés par des procédures qu'on traite souvent en comparution immédiate, de manière très rapide. C'est-à-dire que la personne va en garde à vue pour son vol de portable, elle sort et elle est jugée immédiatement. On fait de l'abattage dans des conditions que je vous disais tout à l'heure. Mais par contre, moi qui suis par exemple juge d'instruction, qui traite parfois des affaires de criminalité complexes, eh bien, il n'y a pas de place pour juger mes dossiers. Parce que ce n'est pas là-dessus qu'on a consacré les moyens et les efforts. Donc, quand je vais avoir fini mon instruction, je vous le disais tout à l'heure avec les chiffres, mon dossier va dormir pendant 1 an, 2 ans dans un placard du tribunal et ne sera pas traité. Donc, on a aussi évidemment une perte de sens par rapport aux priorités qui nous échappent complètement aujourd'hui, alors que normalement, le rôle de la justice serait aussi de pouvoir les définir. Alors, quelles ont été les réponses des pouvoirs publics à ce malaise ? Je vais aller très vite parce que je vois que l'heure tourne. Il y a eu une multiplication des réformes, comme je vous le disais. Rien que sur bon, ça, c'est à chaque fois qu'il y a un fait divers. Sur le quinquennat précédent, si on parle de réformes plus globales, on a eu 2 lois. Rien que sur le quinquennat précédent, la loi du 23 mars 2019 qui faisait suite au chantier de la justice. Donc, vous voyez que là, on a eu des états généraux, mais qu'en 2018-2019, on avait eu les chantiers de la justice qui étaient censés être une grande concertation menée par notre ministre de l'époque, Mme Belloubet, pour aboutir à une refonte globale de tous les textes, procédures pénales, procédures civiles, administratives et autres, qui a donné lieu à cette loi de programmation le 23 mars 2019. Normalement, ouf, c'est bon, on a fini. Ah non, en 2021, 22 décembre, on a la loi pour la confiance dans l'institution judiciaire qui modifie à nouveau toutes ces procédures. À chaque fois, on a des concertations qui sont en réalité largement de façade avec les acteurs judiciaires et des études d'impact qui sont indigentes. Quelles sont alors, sachant que donc, la loi de confiance dont je viens de vous parler, 22 décembre 2021, on a le président de la République a donc lancé les États généraux en octobre 2021, pendant que cette loi était en cours d'examen au Parlement. Et donc là, pendant ce temps-là, on lançait des États généraux. Donc, globalement, je vais aller très vite parce que je ne vais pas avoir le temps de développer, mais même si c'est dommage, mais l'essence des réformes des dernières années, c'est globalement la gestion. Gestionnaire, rationaliser, économie d'échelle, économie. La justice n'a pas assez de moyens, il y a trop d'affaires, il y a une demande de justice énorme, beaucoup de gens saisissent la justice, beaucoup plus qu'avant, pour faire valoir leurs droits. Il faut sabrer, il faut dissuader, il faut qu'on puisse éviter que les gens saisissent trop la justice. Il faut, alors, point très très important et malheureusement pour lequel on n'a aucune perspective d'amélioration, qu'un juge juge tout seul, parce que comme ça prend moins de moyens, plutôt que 3.
alors qu'un des gages de la qualité de la justice, c'est quand même le débat dans la collégialité entre 3 magistrats. Pour des questions d'impartialité, c'est aussi très important. C'est très bien qu'il y ait 3 magistrats différents et pas un seul, parce que ce serait aussi le thème d'une autre conférence, mais chaque magistrat a des biais. Son travail, c'est de se défaire de ces biais. Mais en tout cas, en termes d'impartialité, de garantie pour le citoyen, le fait d'être 3, c'est quelque chose d'extrêmement important à cet égard aussi. Et la qualité du débat, évidemment, aussi. Donc là, on a une extension du juge unique progressive. À chaque loi, chaque nouvelle loi, on augmente les contentieux dans lesquels un juge tout seul va pouvoir décider. La dernière en date, c'est pendant le quinquennat précédent. On peut maintenant juger pour certaines affaires en appel, en matière correctionnelle. On peut juger tout seul. Voilà. Il y a eu des velléités de réduire l'aide juridictionnelle avec un rapport parlementaire sur le sujet, sur la maîtrise nécessaire des coûts. Il y a eu des économies d'échelle par la fusion des tribunaux d'instance et des tribunaux de grande instance qui sont maintenant devenus les tribunaux judiciaires. Il y avait une justice d'instance, beaucoup plus de petits tribunaux un peu partout, qui était cette justice dans laquelle intervenaient les juges qui sont maintenant les juges de contentieux de la protection. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Des juges qui s'occupaient souvent de publics justiciables un peu vulnérables. C'est une justice qui fonctionnait très bien, mais ça coûtait trop cher. Donc, hop, on a fusionné. J'aurais aimé avoir le temps de vous expliquer mieux, mais je n'ai pas le temps. En matière civile, on a le serpent de mer de la justice payante, avec des tentations de remettre un timbre. On doit payer quelque chose pour saisir la justice, puis on le supprime, puis on le remet, puis on le resupprime. On a cette question des modes alternatifs de règlement des litiges. Donc, l'idée, c'est de dire il faut que la justice se débarrasse de tout un pan des contentieux où les gens vont aller s'entendre au cours d'une médiation, etc. Très bien, bonne idée, très bien. Le problème, c'est qu'on n'a pas de service public gratuit de médiation. Donc, ça veut dire que si on oblige les gens à d'abord voir un médiateur avant de saisir un juge pour faire valoir leurs droits, mais qui doivent le payer, on barre l'accès à la justice à un certain nombre de gens qui ne pourront pas se payer ce médiateur. Donc ça, c'est une bonne idée sur le principe, mais dans la mise en œuvre, ça peut être une manière d'empêcher les gens, finalement, d'avoir accès à un juge. On a aussi développé la tentation, et ça s'est développé un petit peu, encore beaucoup, d'obliger les gens, pour certains contentieux, à par ordinateur. Bah oui, ça va faire aussi des économies personnelles. Sauf qu'il y a tout un tas de gens, et notamment dans nos publics, qui ne sont pas du tout capables de faire ça. Donc, encore une manière de couper les flux. En matière pénale, comment on fait pour essayer de l'utiliser? Alors, il y a le développement de la visio, parce que comme on n'a pas d'escorte, on va juger les gens derrière une télé. Hein, c'est intéressant. Donc ça, de plus en plus des projets du ministère de la Justice, il y a eu plusieurs réformes qui étendaient cette possibilité de visio à de plus en plus de cas. Les amendes forfaitaires. Donc maintenant, avant les amendes forfaitaires, vous voyez ce que c'est une amende forfaitaire. Quand vous garez votre voiture mal, vous avez une petite amende. Vous n'avez pas vu le policier, il ne vous a pas vu, il vous a mis cette amende et vous avez payé la même amende que votre voisin. Ce n'est pas parce que vous êtes au chômage ou vous gagnez 5 000 € par mois ou vous êtes chef d'entreprise, vous allez payer la même chose. Bon, ça existait pour les contraventions, les stationnements gênants, les choses comme ça. Eh bien, petit à petit, comme c'est très pratique, parce qu'on n'a même pas besoin de faire intervenir un juge, on étend ça à de plus en plus d'infractions et maintenant à des délits. Donc, ça veut dire que là, dans les projets, dans les tuyaux, une personne qui a commis un vol pourrait se voir appliquer une amende forfaitaire, où c'est la police qui décide de la mettre et où aucun juge ne va vérifier quoi que ce soit et où ce sera forfaitisé, le même forfait pour tout le monde. Ce n'est pas tout à fait l'idée qu'on peut se faire d'une justice qui est normalement, justement, dans un des principes principaux, c'est qu'elle individualise la peine en fonction de la situation de la personne. Et puis, alors, il y a la suppression de la cour d'assises. On pourrait y revenir si vous souhaitez, parce que ça, c'est aussi un gros sujet. On a remplacé, dans un certain nombre de cas, la cour d'assises par une juridiction dont on pense qu'elle pourra juger plus vite parce qu'il n'y aura plus de jurés. Pourtant, cet acquis démocratique quand même très fort, d'avoir des jurés qui jugeaient avec nous les affaires les plus graves. Évidemment, parce que les jurés, on ne pouvait pas leur faire juger n'importe quoi à la va-vite. Hein. Ils ne sont pas professionnels. Donc, il fallait bien prendre le temps. Il fallait bien qu'on prenne le temps d'entendre les témoins, qu'on prenne le temps d'entendre les personnes
pour que les jurés puissent se prononcer. Bien, ça prend trop de temps, c'est trop cher, c'est trop luxueux. Donc, ce dernier précaré de la justice dans lequel on prenait le temps et qui était pour les affaires les plus graves est en train, lui aussi, de disparaître. Et enfin, dans ces réformes gestionnaires, il y a évidemment l'embauche généralisée de contractuels, donc de magistrats à titre temporaire, on appelle ça, qui viennent siéger avec nous dans les juridictions, notamment en correctionnel. Ils peuvent remplacer un des 3 juges. Alors, bien sûr, je n'ai rien contre ces personnes. Il y en a qui sont super, ce n'est pas la question. Peut-être qu'il y en a parmi vous d'ailleurs. Mais simplement, ils n'ont pas les garanties d'indépendance qu'ont les magistrats. Déjà, ils sont précaires, donc ça veut dire que parfois, et c'est arrivé en 2018, quand le ministère se rend compte en juillet, le ministère de la Justice, que ouf, il a un petit problème de budget, on leur dit, oh, bah, messieurs, dames, rentrez chez vous parce qu'on ne va plus vous donner de vacations jusqu'à la fin de l'année. Donc, ces gens, tout à coup, n'ont plus de revenus. Pourquoi pas? Et deuxièmement, ils sont recrutés par les présidents de juridiction. S'ils déplaisent, ils ont plutôt intérêt à ne pas déplaire, par exemple, à la personne avec qui ils siègent, le président du tribunal correctionnel, parce que sinon, peut-être qu'ils risquent de ne pas être renouvelés. Or, normalement, une collégialité, c'est 3 personnes qui parlent d'égal à égal. Ce n'est pas 3 personnes, dont une qui va essayer de ne pas trop déplaire aux 2 autres. Donc, ça pose tout un tas de questions et on est dans une précarisation, y compris de fonctions qui sont des fonctions régaliennes et dans lesquelles on ne devrait évidemment pas avoir des personnes précaires. Donc, c'est ce qui fait dire souvent aux syndicats de magistrats, d'avocats également, et puis de greffiers, qu'on se retrouve dans le même lot finalement que d'autres services publics. Je vais vous montrer une petite photo où là, les magistrats avaient manifester devant la Cour des comptes avec les personnels, les médecins et les personnels hospitaliers, puisque finalement, les problématiques de rationalisation, de gestionnaire, etc., qu'on rencontre dans la justice sont assez proches de celles qui sont dans d'autres services publics comme l'hôpital et éventuellement aussi l'éducation et l'enseignement. Donc, on était allé faire un peu de bruit devant la Cour des comptes ce jour-là, le 10 juin 2022. Alors ensuite, dans ce contexte dont je viens de vous parler, toutes ces réformes qui vont dans ce sens qui, pour nous, professionnels de justice, n'est pas forcément le bon, vous l'aurez compris, parce qu'il ne répond pas justement aux problématiques qu'on a pu identifier, ou en tout cas, il répond au détriment, pour nous, des citoyens et des justiciables, en essayant de leur... ce sont des réformes qui, pour nous, réduisent les droits des gens. C'est pour ça qu'on les combat, en tout cas au syndicat de la magistrature et plus généralement dans d'autres organisations de la justice. Dans ce contexte-là, il y a la tribune qui est sortie en novembre 2021. Quand elle est sortie, on en était là. C'était en novembre. D'ailleurs, je crois que j'avais fait une petite diapo. Est-ce que cette petite une du journal de Monde, quand même, nous avait fait plaisir? Quand elle est sortie, il y avait eu l'année précédente ce que je vous ai raconté au sujet du conflit d'intérêts du ministre, qui avait pas mal ulcéré les magistrats. À ce moment, il y avait même eu une tribune du procureur général et de la première présidente de la Cour de cassation qui dénonçait les atteintes à l'indépendance de la justice, ce qui est quand même quelque chose qui n'arrive pas tous les jours, je peux vous le dire. C'est comme le CSM. Normalement, ces gens-là sont très calmes et on ne les entend pas beaucoup. À ce moment-là, il n'y a plus aucun dialogue social avec le ministre. Bon, après, on peut le comprendre, il n'était pas content parce que les syndicats de magistrats ont fini par déposer plainte contre lui devant la Cour de justice de la République. Mais voilà, il considérait que dans ce que les organisations syndicales soutenaient par ailleurs dans les autres, parce qu'on n'avait pas que ce sujet quand même avec lui, notre seul but, c'était de l'embêter. Et donc, le dialogue était devenu totalement impossible et il passait son temps à décrédibiliser tout ce que les organisations syndicales pouvaient dire. Toute l'année, il y avait eu des attaques récurrentes de divers politiques qui étaient mises en cause par la justice et qui attaquaient la justice sans que ni le président de la République, qui est censé, au terme de la Constitution, être garant de l'indépendance de la justice, ni le ministre de la Justice ne défendent la justice. Il y a eu, à l'été 2021, des manifestations de la police contre la justice avec l'approbation de la classe politique, puisque tous les partis politiques, sauf un, ont envoyé des représentants à cette manifestation, dans laquelle la police expliquait que le problème de la police était la justice. Donc, dans ce contexte, un peu de débat sur la sécurité dont je vous parlais tout à l'heure. Et fin août, une jeune collègue qui avait quelques années de fonction seulement s'est suicidée
ce qui a beaucoup marqué un certain nombre de jeunes collègues de sa promotion. En septembre, le ministre de la Justice annonce une hausse du budget de la justice. En réalité, elle va servir à financer principalement des places de prison en plus, mais pas pour recruter des magistrats ou des greffiers, et l'embauche de contractuels. Donc, comme je vous le disais, nous, les contractuels, ce n'est pas ce qui nous va. Ce qu'il appelle des sucres rapides. Et donc, M. Dupond-Moretti a commencé à faire la tournée de tous les médias à cette période, en septembre 2021, pour dire que la justice était réparée. Et là, je peux vous dire, on l'avait vraiment mauvaise. Voilà. Sachant qu'à ce moment-là, le rythme de recrutement des magistrats et des greffiers était en baisse, en réalité, par rapport à la fin du quinquennat. Et malgré les chiffres que peut donner parfois le ministre, puisqu'il y a effectivement une bataille de communication sur les chiffres du ministère, sur les recrutements de magistrats, il faut savoir que quand on dit qu'on va recruter des magistrats, l'ENM, pour la plupart des magistrats, sauf certaines voies pour rentrer dans la magistrature, mais la plupart, c'est 3 ans de formation. Donc, quand vous décidez une année de recruter des magistrats, ils vont arriver 4 ans plus tard. Vous avez compris. Donc, en fait, ce que présente souvent le ministre, le quinquennat sous Emmanuel Macron a dit on a augmenté le nombre de magistrats. C'était des décisions prises sous le quinquennat précédent. Voilà. Bon, mais ça, c'est des choses, évidemment, qu'on ne peut pas forcément savoir et qui ne vont pas forcément dire. Donc, en octobre, donc j'en étais en septembre, la hausse du budget, mais en fait, c'est pour des contractuels. La justice est réparée. Et en octobre, le président de la République reçoit le procureur général de la Cour de cassation et la première présidente de la Cour de cassation, parce qu'eux aussi, ils commencent à sentir que vraiment tout le monde va très, très mal dans la justice. Et donc, ils lui demandent de le voir. Ils lui font part du malaise extrême de la justice dans ce contexte, tout ce contexte que je viens de vous rappeler. Et il décide d'annoncer le lancement d'états généraux de la justice. Mais, comme vous le disiez tout à l'heure en introduction, la question des moyens de la justice n'est pas dans le champ de ces états généraux. Il l'exclut d'entrée. Alors là, on n'est pas content. Et du coup, le malaise finit par exploser avec la signature de cette tribune, comme vous le rappeliez tout à l'heure, signée par plus de la moitié des magistrats. Cette fois-ci, le ministre est assez mal à l'aise parce qu'il ne peut pas dire, comme il le dit depuis un an, ah, ce sont les méchants syndicats qui m'en veulent, etc. Parce que la tribune, elle part de magistrats qui l'ont écrite entre eux et qui, un week-end, ont envoyé sur WhatsApp à leurs copains. Et au bout de 24 heures, on a 3000 personnes qui signent. Voyez. Donc, c'était vraiment quelque chose une traînée de poudre, finalement. Alors, après ça, on a eu une conférence de presse du ministre qui a essayé, avec ses directeurs d'administration centrale, d'éteindre le feu. On n'a plus beaucoup de temps, mais je vous montre quand même parce que ça nous avait amusés. Là, vous voyez, quand je vous parlais de guerre de communication sur les chiffres, est-ce que vous ne notez pas quelque chose qui ne va pas dans ce graphique? Voilà. Donc, on a 7 889 magistrats et plus 8%, 698. Voilà. C'est les graphiques qu'on nous montrait dans cette conférence de presse. C'est à l'échelle, non? Vous ne croyez pas? Alors, nous, ça nous a amusé au syndicat. Du coup, on a fait un petit tweet sur le sujet. Là, vous ne voyez peut-être pas, mais on a mis le nombre de signataires de la tribune. Avant l'intervention du garde des Sceaux, 7 521. Et après l'intervention du garde des Sceaux, c'est à l'échelle aussi. Voilà, on essaie de s'amuser comme on peut parce que parfois, on a envie de pleurer quand même quand on voit la communication qui est faite. Ensuite, après ça, on a eu une manifestation. Bon, voilà, je vous ai mis quelques images. Le 15 décembre. Et depuis, on peut dire que rien n'a changé de manière tangible. Il y a eu une expertise qui a été demandée au comité d'hygiène et de sécurité du ministère de la Justice, ce qu'on appelle une expertise risque grave, demandée à l'unanimité des organisations syndicales du ministère de la Justice en janvier 2022, en disant qu'il faut analyser la situation de travail, les situations de travail pour diagnostiquer les causes des facteurs de risque psychosociaux, puisqu'il y a un risque grave pour la santé des personnels dans les circonstances actuelles du fonctionnement de la justice. Il y a eu un vote pour désigner un expert pour faire cette expertise et le ministère, comme il en a le droit, a refusé cette expertise dans ce contexte-là. Donc, voilà. Donc, il y a eu une saisine contentieuse qui est en cours des organisations syndicales.
Donc, vous voyez, on n'est pas tellement plus entendu qu'avant. En février 2022, comme on a toujours l'impression qu'on n'est pas entendu, un certain nombre d'organisations syndicales et professionnelles ont saisi la Commission européenne d'une plainte, puisque il faut savoir que le temps de travail, vous savez, les exigences minimales du temps de travail ne sont pas respectées pour ce qui concerne les magistrats et les greffiers, notamment en termes de durée quotidienne et hebdomadaire du travail, d'amplitude horaire et de temps de repos. Comme ça fait des années qu'on le dit et que le ministère ne fait rien, on a saisi. Bon, voilà, donc ça, c'est en cours. Mais ça, c'est pareil, ça n'a pas changé. Et vous voyez qu'un an plus tard, novembre 2022, donc là, c'est il y a quelques semaines maintenant, une nouvelle journée de mobilisation à l'appel de toutes les organisations syndicales, magistrats, avocats, greffes et d'autres organisations. Vous voyez le communiqué de presse de cette mobilisation qui a été encore très suivi. Je peux vous lire un extrait du communiqué. La réalité du terrain, ce sont toujours des audiences surchargées qui se terminent trop souvent au milieu de la nuit, des délais au-delà du raisonnable, des jugements non expliqués, des décisions exécutées plusieurs mois, voire années après. Ce sont toujours des tribunaux vétustes, des logiciels des années 90. Ce sont toujours des magistrats qui, en dépit des attaques à leur indépendance, renoncent à leur congé et à leur formation pour rédiger leurs décisions, des greffiers et des fonctionnaires précarisés qui renoncent à se faire payer leurs heures supplémentaires, des avocats contraints d'assister les citoyens dans un service public dégradé qu'ils subissent également. Ce sont des professionnels en proie à une perte de sens qui s'épuisent au travail et des justiciables réduits à l'état de dossier et de stock. Voilà, alors on peut faire un petit tour. Il suffit vous allez sur Twitter ou un autre réseau social et vous tapez justice réparée. Et là, c'est des tweets qui datent d'aujourd'hui ou d'hier. Vous voyez, bof. Par contre, justice réparée, ça, tout le monde s'en est bien souvenu. Ça a tellement énervé. Donc, on a des hashtags justice réparée qui continuent à être utilisés encore aujourd'hui. Alors, par rapport à tout ça, quelles sont les perspectives ? Il y a eu au moins une avancée avec la tribune et la mobilisation qui a suivi. C'est que le ministre ne dit plus que la justice est réparée. Et ça, c'est pas mal déjà. Il y a eu donc ces états généraux avec une méthode, pareil, je ne vais pas vous détailler, mais qui était très contestable. Pour ces travaux des états généraux, c'était extrêmement contestable. Mais le comité des états généraux, qui était composé d'une quinzaine de personnes, parlementaires, magistrats, hauts magistrats, etc., avocats, ont décidé qu'ils n'étaient pas tenus par les termes du débat en fait, qu'avait lancé le président de la République et le ministre de la Justice au départ pour ces états généraux et ont décidé que la question des moyens faisait pleinement partie de leurs travaux. Et donc, ils ont insisté sur le retard extrême de la France et la situation exsangue de la justice et en disant qu'il fallait recruter en 5 ans au moins 1500 magistrats, 3000 greffiers, 2000 agents administratifs et 2000 juristes assistants. Et le comité des États généraux a pris acte de la place de la justice dans la société, des attentes de la société vis-à-vis de la justice, à savoir que c'est ce qu'on ressent quand on est en juridiction, au-delà de la fonction première du juge qui est effectivement d'appliquer la loi à des litiges, les juges maintenant ont une des missions qui vont dans le sens de la protection des personnes et de leurs droits. Et le comité des États généraux, dans ses conclusions, n'a pas donné des recettes miracles, mais on sent une volonté de réformes institutionnelles, notamment en termes d'indépendance, de place de la justice, de réflexion sur la place de la justice dans la société. Et il y a aussi un point très important dans ce rapport qu'il insiste sur le fait qu'il faut revenir à la collégialité des décisions. Alors, en janvier 2023, le ministre a présenté son plan d'action. Vous voyez, c'est tout récent, au cours d'une conférence de presse. Alors, c'est vraiment beaucoup trop tôt pour savoir quelle sera la portée réelle des mesures qui sont annoncées, parce qu'entre l'intention qui est annoncée et la réforme, quand elle est votée, et le texte précis, évidemment, il y a toujours une différence. On ne sait pas tant qu'on ne voit pas le texte écrit sous ses yeux. Vraiment, par exemple, pour vous donner un exemple, le ministre nous dit qu'il faut faire de l'amiable. Donc, on revient à cette idée qu'il faut développer la médiation, etc. Donc, il propose une césure dans le procès pour qu'à un moment donné, le juge dit quelles sont les responsabilités, mais il ne va pas tout de suite statuer sur qui va payer quoi dans l'histoire et on va renvoyer à une transaction finalement entre les personnes.
avec l'idée que ce sera mieux accepté par les gens s'ils transigent et que ça va être moins long. En fait, ce n'est pas moins long si on doit faire une césure dans un procès. Donc, il faut des moyens pour ça. Pourquoi pas? Comment ça va vraiment se faire? Est-ce qu'on va demander aux gens d'abord d'avoir transigé de leur côté avec un médiateur payant? Enfin, on en revient toujours à la même chose. La médiation, très bien. Si c'est payant, ça ne va pas. Vous voyez? Ouais, là, je conclus. Oui, oui. Bah, ça fait 1 heure pile, là. Parce que le temps que vous fassiez votre introduction, c'était... Non? C'est plus long? Moi, j'avais calculé ça, moi. Bon. Ok. Je croyais qu'on avait commencé à l'écart, moi. Enfin, que j'avais commencé à l'écart. Ah bah, je vais laisser du temps. Non, mais j'ai fini. Hein. Justement, j'allais vous dire que, en gros, le ministre a annoncé qu'il y aurait des recrutements de magistrats, 1500. Donc ça, c'est quand même le point positif dans toute cette mobilisation. Après, quand il fait des annonces, ça ressemble à ce que je vous disais tout à l'heure des réformes précédentes, c'est-à-dire il faut simplifier le code de procédure pénale, il faut recodifier tout le code de procédure pénale. C'est exactement ce que Nicole Belloubet avait annoncé dans le cadre des chantiers de la justice en 2018-2019, qu'il fallait simplifier la procédure pénale. Et donc, il y a eu une loi déjà de simplification. Et là, on remet sur le tapis. Bon, donc voilà, donc, vous dire ce que ça peut donner, sachant que finalement, dans la manière d'annoncer, dans les axes de réforme qui sont annoncés, c'est une redite de ce qu'on a déjà entendu il y a 3 ans, il y a 5 ans, il y a 6 ans. C'est extrêmement difficile. Mais en réalité, en tout cas, on n'a pas, dans les annonces qui sont faites, de révolution. Il n'y a pas réellement de réforme institutionnelle du statut des magistrats qui soit annoncée. Alors, donc, pour l'instant, on n'a pas vraiment de perspective que ça change, que les choses changent, mis à part cette avancée quand même sur les annonces, en tout cas, puisque pour l'instant, ce n'est pas effectif, qui nous sont faites sur les personnels. Alors, je termine juste avec la dernière diapo qui est celle des propositions du syndicat. Alors, évidemment, nous, on a un projet tout construit, tout bien pour la réforme de la justice, avec plein de propositions. On avait aussi édité en 2017 pour les élections un petit livret un peu plus court pour vulgariser un peu nos propositions pour le grand public. Et vous pouvez retrouver tout ça sur notre site internet. Voilà. Je m'arrête là. Voilà, un grand merci pour cet exposé extrêmement complet. Je pense qu'il va y avoir des questions. Je fais juste une petite aparté avant le début du débat. Nous sommes le 10 mars et l'ONU a décidé que le 10 mars était la journée internationale des femmes juges. Donc, l'exposé d'aujourd'hui était de circonstance. Il faut savoir qu'au global de la planète, les femmes sont très minoritaires en tant que magistrates. C'est l'inverse en France. Les 66% des magistrats sont des magistrates en France. Voilà. Jean-Marie, c'est toi qui distribue la parole avec le micro. Donc, vous demandez la parole. Jean-Marie vous la donne. Bonsoir. Vous avez évoqué plusieurs fois dans votre exposé le problème de l'importance, quand on dit qu'il manque de moyens, le problème de l'augmentation du nombre de saisies de la justice. Est-ce que la société ne devient pas de plus en plus propice à saisir la justice pour un tas d'affaires? Et est-ce qu'il n'y a pas un certain nombre de situations qui encombrent les tribunaux, comme les problèmes de conduite, de la drogue, etc. Est-ce qu'on ne pourrait pas alléger la justice d'un certain nombre de scories qui sont aujourd'hui le fait de notre fonctionnement social un peu compliqué? Oui, alors c'est une bonne question et c'est une question qui est d'ailleurs au cœur de pas mal de réflexions et de rapports voilà, de rapports qui ont été réalisés depuis 20 ans sur la justice. On n'analyse pas les choses de la même façon en matière civile et en matière pénale, bien sûr. En matière pénale, il y a la question, si on veut être moins saisi, il y a la question de la dépénalisation de certains contentieux. Alors, il y a notamment la question de la dépénalisation de certaines drogues. Ça, c'est un débat à part. Donc, pas forcément, sauf si vous voulez rentrer là-dedans aujourd'hui, c'est un peu éloigné du sujet.
La question est de savoir si effectivement, pour un certain nombre d'actes de délinquance, il y a aussi par exemple la question des injures tout court. Je ne parle pas des injures à caractère sexiste ou raciste ou autre, hein, mais les injures, vous injuriez quelqu'un publiquement, c'est un délit. Moi, à l'instruction, comme je suis à Paris et qu'il y a une chambre spécialisée en matière de presse, j'ai des affaires d'instruction pour des injures, hein, sur Twitter, parce que Bidule a dit que machine était... Enfin bref. Il y a un moment, effectivement, on peut se poser la question. En matière civile, après, c'est une autre question, c'est celle de la saisine de la justice pour faire valoir souvent ses droits. Alors, il y a des toutes petites affaires. Il y a effectivement aussi... il va y avoir la saisine de la justice pour faire trancher des questions qui sont presque des questions de société, etc. Donc ça, c'est une évolution qui est réelle. Est-ce que c'est le rôle de la justice ou pas? Ça nous renvoie à un autre débat. Ce qui est sûr, c'est que, en tout cas, nous, au syndicat de la magistrature et je pense de manière plus générale dans les syndicats des organisations professionnelles de justice, on souhaite que les gens, même s'il s'agit d'une petite somme, etc., puissent faire valoir leurs droits. C'est-à-dire, si vous vous faites avoir par votre... je ne sais pas, vous, dans n'importe quelle situation, vous faites avoir de 150 €, bah il y a des gens pour qui ce n'est pas rien. Et donc, il faut pouvoir faire valoir ses droits, quoi. Il n'est pas question de dire à un moment, bon, bah ça, on s'en fiche, et puis tant pis, etc. Parce que souvent, ce sont des personnes qui sont aussi en situation de fragilité, de faiblesse, dans des rapports inégalitaires, etc., qui peuvent se faire avoir. Et donc, c'est normal qu'on puisse avoir un recours. Alors, est-ce qu'un certain nombre de contentieux peuvent être déjudiciarisés? Ça a déjà été le cas, notamment quand on pense qu'il n'y a pas forcément besoin d'intervention du juge parce qu'il n'y a pas finalement un ordre public à faire respecter. Alors donc, on a déjà déjudiciarisé notamment une bonne partie des affaires de divorce. Et pourquoi pas, puisque maintenant, un grand nombre, la plupart des affaires de divorce, ce sont des divorces par consentement mutuel et ça ne va plus devant la justice. Donc, on a déjà exploité un certain nombre d'idées comme ça, mais ça a ses limites. En tout cas, si la demande de justice est là, qui fait que effectivement les tribunaux sont davantage saisis, on ne peut pas la balayer en disant bah non, c'est un fait c'est un fait et on ne peut pas la balayer en disant bah non, ça ne nous intéresse pas. Ça veut dire qu'il faut que la justice puisse y répondre. Et pour ça, il faut qu'on ait les moyens de le faire. Alors, moi, je ne vois pas de main qui se lève, et moi, j'ai pas mal de questions. D'abord, une chose à vous dire, c'est qu'on a reçu ici au GREP Nicole Belloubet, il y a quelques années. Elle n'était pas encore ministre de la Justice, hein. C'était quelqu'un de très brillant. Et donc, ma question, premièrement, c'est est-ce que historiquement, il y a eu des grands ministres de la Justice? Est-ce que le syndicat de la magistrature considère qu'il y a eu des bons ministres de la Justice ou des bonnes? En fait, je pense qu'on n'est pas là pour donner des bons points ou des mauvais points au ministre. Après, on va on va soutenir certaines réformes et on va contester d'autres réformes. Mais ce qui est sûr, c'est que Nicole Belloubet, qui était une personne par ailleurs avec qui on pouvait avoir des échanges et qui était très agréable, c'est les projets qu'elle a portés, malheureusement, à mon sens, aller dans ce sens de rationalisation, de réforme gestionnaire, ce qu'on n'a pas manqué de lui dire. Et qui, pour nous, n'allait pas dans le bon sens. Après, bien sûr que dans les ministres, il y a eu des réformes qui ont... Enfin, voilà, par exemple, quand il y a eu une réforme qui consistait à développer les droits des personnes en évitant que ce soit le même juge qui fasse une enquête et qui décide de mettre en détention provisoire. Enfin, il y a un certain nombre de réformes qu'on a soutenues au syndicat de la magistrature quand ça allait dans le sens, finalement, du développement des droits des personnes. Et souvent, le malentendu, c'est que on peut croire qu'on défend uniquement les intérêts propres des professionnels, mais c'est vrai que notre syndicat, et je pense les autres syndicats, c'est la même chose, ont vocation à proposer leurs critiques, pas seulement par rapport à l'intérêt, bien sûr, des professionnels, mais aussi sur l'intérêt des justiciables. Et malheureusement, des réformes qui vont dans le sens de l'intérêt des justiciables ces dernières années, il n'y en a pas eu trop quand même. Bonsoir, vous avez bien développé donc le malaise de la justice en France.
Et ce malaise a des conséquences, sur le public, sur les justiciables français que nous sommes. Et de ce fait, il y a un malaise entre le public, entre nous et la justice. Et ça, c'est extrêmement grave. Aujourd'hui, une grande partie de la population n'a plus confiance dans la justice française, ou, encore pire, a peur de la justice française. Bon, ça n'augure pas d'un avenir qui pourrait vous aider. Et comme le droit naît du mouvement de la société, je vois mal votre révolution judiciaire se réaliser. Pardon, hein, je suis peut-être Oui, je comprends ce que vous dites, bien sûr. En fait, il faut trouver effectivement des leviers de changement. Et c'est, encore une fois, c'est ce que je décrivais tout à l'heure, c'est que le débat public est mal posé à notre sens. Mais nous, on a du mal à faire que ça change. Oui, je suis un peu surpris que vous n'ayez pas mentionné le rôle des conciliateurs comme auxiliaires de la justice. Alors, je peux en dire un mot. Les conciliateurs, justement, ça fait partie de ce service public de la conciliation, sauf qu'ils sont très peu parce que c'est des personnes qui agissent bénévolement. Oui. Donc, on ne peut pas malheureusement demander à tout un tas de gens de venir travailler bénévolement pour permettre à la justice d'être plus dans l'amiable. Oui. Mais évidemment, c'est une profession très importante et très intéressante. Oui, une profession, un passe-temps. Ensuite, je serais un peu plus critique. Est-ce que, pour avoir côtoyé pas mal la justice, j'ai été au TPE pendant plus de 20 ans, et donc j'estime que les magistrats, à part peut-être le syndicat de la magistrature et l'école de Bordeaux, cette profession est un peu victime de sa passivité, de sa mansuétude vis-à-vis des pouvoirs politiques pendant des années et des années. Nous avons tous les ans des discours, enfin, on avait, puisque maintenant je suis en ordre d'affaires, on avait des discours d'ouverture du premier, des grands magistrats solennels, et jamais, vous l'avez souligné, ils n'ont été virulents par rapport à leurs revendications. En 40 ans, le nombre de grèves et de manifestations, excepté les 2 dernières années, on n'a pas vu beaucoup de robes noires. Les greffières, par exemple, qui font un travail de galérien, jamais on a vu des manifestations de greffières dans la rue, des magistrats, des procureurs, tout ça. Il y en a qui contestaient un petit peu, mais ils étaient dans le rang. Alors, ils ont leur carrière à assurer, et une profession qui se laisse manger, qui se laisse marcher sur les pieds constamment, bien, à un moment, elle arrive à l'impasse. Et je pense que nous en sommes là. Alors, ce que je voulais souligner aussi, c'est que dans le fonctionnement de la justice pour les mineurs, c'est un cas un peu particulier, mais c'est terrible parce que les délais accordés aux affaires, on avait parfois des jeunes qui avaient commis des infractions, fait des séries d'infractions avant les 18 ans, qui, entre-temps, en avaient commis un paquet pour que les dossiers traînent, se faisaient juger, passer devant une cour. Ils avaient plus de 20 ans, ils étaient mariés, ils étaient pères, ils étaient mères, et comment, alors, ce n'était pas la même personne que le jugé, et surtout, les victimes qui attendaient 5 ou 6 ans pour venir se faire dédommager et qui tombaient devant quelqu'un qui était devenu respectable, entre guillemets. Ces délais, c'est vraiment vital pour les jeunes. C'est effectivement un drame. Alors, pour réagir quand même à ce que vous avez dit sur les mobilisations dans la justice, oui, alors c'est sûr, ce n'est pas un corps de révolutionnaires, hein, malgré notre logo qui est quand même un peu révolutionnaire. Mais voilà, on est peut-être un peu à la pointe de ça. Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, on est depuis peu 9000, on était 7000, 8000, enfin voilà, on est quand même un corps très peu nombreux. Les greffiers sont un peu moins de 30 000, les avocats sont 60 000, ils sont plus nombreux. Donc, on aime bien faire les manifs avec eux parce que ça fait un peu plus de nombre, quoi. Mais
il y a quand même, alors il y a une certaine frilosité de notre hiérarchie judiciaire, ça il faut le dire, puisque justement, quand je parlais tout à l'heure des questions d'indépendance, voilà, quand on veut avancer en grade, etc., il y a un certain nombre de choses où il vaut mieux pas trop déplaire quand même. Donc c'est pour ça que c'était inédit quand les deux chefs de cour, la Cour de cassation, ont fait une tribune il y a quelque temps. Après, sur le corps des magistrats, on a premièrement un droit de grève qui n'est pas inscrit dans les textes. Alors nous, au syndicat de la magistrature, ça fait 30 ans, plus que ça, je vieillis en fait. Ça fait très longtemps, je ne sais plus quelle date on a, je crois que c'est dans les années 70 qu'on a considéré qu'on avait le droit de grève. Parce que constitutionnellement, le droit de grève doit être garanti à tout le monde et qu'il n'y a pas de raison qu'on ne l'ait pas. Du moment qu'on ne va pas, voilà, comme d'autres professions, on ne va pas paralyser, on ne va pas laisser sortir un meurtrier, hein, ce n'est pas la question, mais on considère qu'on a le droit de grève et on fait des grèves. Mais il faut savoir que ça a été aussi un changement récent, mais jusqu'à décembre 2021, donc quand il y a eu cette tribune et du coup la manifestation de décembre qui a suivi, l'autre syndicat, l'Union syndicale des magistrats, qui est majoritaire dans le corps aux élections, considérait que nous n'avions pas le droit de grève. Donc on était les seuls à faire appel à la grève au syndicat. Donc évidemment, ce n'était pas très, très suivi, surtout avec la crainte pour certains, pour beaucoup de magistrats, d'avoir des problèmes disciplinaires s'ils faisaient grève. Ce qui en réalité n'a jamais été le cas. Ces dernières années, la chancellerie n'a pas engagé de poursuite disciplinaire parce que si elle le faisait, on pourrait faire un recours et nous pensons que nous gagnerons ce recours qui obligerait le législateur à nous donner le droit de grève noir sur blanc. Donc la chancellerie se garde bien de faire quoi que ce soit contre les grévistes. Donc, nous n'avions pas le droit de grève. Et surtout, je pense que l'élément le plus important, et ça, en tant que syndicaliste pendant 5 ans qui essaye de bouger ses collègues pour faire des grèves, des manifs et tout, j'en suis persuadée, nos collègues ne veulent pas arrêter de travailler. D'abord parce qu'ils sont tellement sous l'eau que s'ils arrêtent 1 jour, 2 jours, 3 jours, ils se disent « mais là, c'est fini ». Et ensuite, parce que c'est des personnes qui sont derrière, tout simplement, des justiciables. Donc, on renvoie l'audience. Le gars, ça fait 1 an et demi qu'il attend son audience. Au revoir, monsieur, ce sera dans 1 an. Impossible, les magistrats ne le font pas. Et il y a un moment où on a envie de dire aux collègues, faisons-le pendant 2 semaines et il en sortira quelque chose de bien pour les justiciables aussi. Si on continue à accepter de continuer à faire comme ça et à juger mal et à juger vite, c'est mauvais pour eux. Donc, tant pis, à un moment donné, il faut dire stop et on y va. Mais en fait, psychologiquement, c'est trop compliqué. Donc, ça ne se fait pas. Je pense qu'il y a vraiment ce truc-là qui nous coince complètement pour faire avancer les revendications. Je voulais vous demander si dans un des pays européens que vous connaissez, il y a un système judiciaire qui fonctionne beaucoup mieux qu'en France. Et je ne sais pas si on peut comparer, mais est-ce qu'il y a, disons, non pas un modèle, mais des façons d'exercer la justice qui seraient enviables? Alors, je ne suis pas une spécialiste, hein, même si je connais quelques éléments. Après, bon, déjà, vous avez vu les chiffres tout à l'heure de la CPEJ. Je crois forcément que ça fonctionne mieux quand on a 2 fois plus de magistrats, quoi. Ça, en Allemagne notamment. Après, il y a des systèmes très différents. Il y a des choses qui sont très intéressantes. Par exemple, en Italie, en termes d'indépendance et de moyens donnés à la justice économique et financière. Bon, ils avaient la mafia, donc à un moment donné, ils se sont quand même bougés. Clairement, ils ont des résultats qui n'ont rien à voir avec les nôtres parce qu'ils ont vraiment mis les moyens. En Italie, d'ailleurs, j'ai un de mes collègues qui était, vous savez, on a quelques magistrats, on appelle des magistrats de liaison dans les autres pays, où c'est le contact entre nous, quand on fait une enquête et qu'on veut travailler avec des enquêteurs d'un autre pays, on va passer par ce magistrat de liaison qui s'installe là-bas. Et le magistrat de liaison en Italie me disait que, justement, c'est très différent de la situation française. En Italie, les juges, il y a eu des juges qui ont été assassinés, bon, en France aussi, mais quand même moins. Les juges sont quelque part un peu des héros, en fait. Donc, il y a une vision tout à fait différente de ce que représente la justice par rapport à ce qui se passe en France.
et un système judiciaire dans lequel il n'y a pas ce hiatus-là, comme il existe en France actuellement, entre les citoyens et la justice. En Allemagne, ils ont beaucoup de moyens, ils ont un système très différent dans lequel le parquet est beaucoup plus fonctionnalisé, c'est-à-dire que ce sont des fonctionnaires du ministère de la Justice qui ne vont pas avoir l'opportunité des poursuites, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas choisir s'ils poursuivent ou pas, les choses sont codifiées, mais ils sont pas dans le même corps que les magistrats du siège, ce qui est une réforme que certains appellent de leur vœu en France. Moi, je ne suis personnellement pas persuadée par ce système-là. Voilà. Je ne peux pas vous dire qu'il y a un modèle ailleurs qui me plaît. Il y a des expériences intéressantes au Canada, au Québec, notamment sur la justice résolutive de problèmes, dans laquelle le juge va... ils ont mis les moyens en se disant, en fait, la prison, c'est le principe des portes tournantes. Les gens rentrent, ils sortent, ils sortent, ils rentrent, ils rentrent, ils sortent, parce qu'on ne règle jamais leurs problématiques criminologiques qui vont faire qu'ils vont récidiver en sortant. Et donc, ils se sont dit, ça nous coûte trop cher, ils sont très pragmatiques là-bas, et on va créer des juridictions résolutives de problèmes où on va les mettre dans des programmes de suivi. Ce sera cher, mais pas plus que la prison, voire moins. Et là, on va s'attaquer à leurs problématiques intensivement. Et avec aussi un truc qui n'existe pas du tout en France, qui est que nous, quand on a une mesure de suivi sur une personne qui a commis un acte de délinquance et qu'il commet un nouveau fait, récidive ou reprend de la drogue, etc., il va y avoir immédiatement une sanction et un retour à la prison, quoi. Alors que là-bas, ils considèrent qu'il faut accepter l'idée que ça ne va pas se faire tout de suite, donc il faut continuer à accompagner la personne et la féliciter quand elle y arrive, avec un système de rétribution, alors c'est très américain, mais d'applaudissements à l'audience, etc., des choses qu'on ne pourrait pas imaginer en France, quoi. Mais oui, il y a des idées à prendre dans d'autres pays, c'est certain. Après, un modèle unique, ça, je ne pourrais pas vous dire. Okay. Oui, vous avez souligné tout à l'heure l'impact du système gestionnaire qu'on retrouve d'ailleurs sur l'ensemble, on va dire, des différents corps, sur le corps de la magistrature. Parce que moi, le terme qui m'est venu à l'esprit quand vous avez expliqué votre condition de magistrat, c'est le terme de violence, en fait. La violence envers justement le corps de la magistrature, comme on retrouve aujourd'hui contre le personnel soignant ou contre les enseignants. Donc on voit aujourd'hui où va on va dire, cette spirale. Alors, on détecte une sorte de spirale. Alors, c'est plus un commentaire que je fais plutôt qu'on va dire une question. On voit une sorte de spirale, en fait, une sorte de clivage, parce que vous êtes amené à afficher, on va dire, une révolution judiciaire, et quelque part, on vous pointe du doigt parce que vous, quelque part, vous rebellez un peu, enfin, modestement. Enfin, en tout cas, quand j'entends vos termes, c'est vraiment très modeste. Et quelque part, l'impact est aussi sur les justiciables, on en a parlé. Donc moi, je fais partie de la Ligue des droits de l'homme et qu'est-ce que l'on constate aujourd'hui? Par exemple, sur des peines, on va dire en moyenne en France, on est sur, alors qu'est-ce que j'avais comme chiffre? 11 mois en France, alors que c'est 8 mois en Europe. Sur les peines de longue durée, on est à 20 ans en France, contrairement à 11 ans en Europe. Donc on voit aussi qu'on a un impact sur le justiciable. Après, il y a aussi des peines qui ne sont pas du tout aménagées et qui nous amènent, et je pense que vous l'aviez dit tout à l'heure, le peu de budget que l'on va avoir au niveau de la justice, ça va être pour construire, ce n'est pas sur des moyens, mais pour construire des prisons. Et là, j'en profite pour dire aujourd'hui qu'ici, à Toulouse, qu'est-ce que l'on va faire avec cette augmentation de budget? On va créer une 3e prison à Seyss. Voilà, donc c'était juste aussi pour illustrer un peu cette dérive aujourd'hui et qui, quelque part, d'un point de vue politique, ce qui est malheureux, amène aussi à des votes sur des extrêmes, en fait. Parce qu'en fait, on clive la société. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Donc, on arrive à voter, à cliver les gens les uns contre les autres, les policiers contre les magistrats, des justiciables entre eux, alors que la justice pourrait être, on va dire, opérée différemment avec des moyens différents. Voilà. Commentaire? Je partage assez. D'accord. Je voudrais des renseignements sur la formation à l'École nationale de la magistrature. Vous voulez vous inscrire?
Parce que vous êtes sans doute une ancienne de cette école, donc vous avez sans doute un regard de quelqu'un qui a subi une formation. Mais parfois, on oppose le fait que c'est une grande école et on oppose aussi qu'on ne permet pas souvent à ceux qui appartiennent à l'avocature, c'est-à-dire les avocats, de pouvoir devenir un magistrat. Donc, est-ce que vous pourriez nous dire comment marchent les passerelles entre le monde des avocats et le monde des magistrats? Oui, alors, sur la formation à l'ENM, à l'École nationale de magistrature, donc il y a 3 concours d'entrée des étudiants qui sortent des études de droit ou de Sciences Po. Le concours de personnes qui ont déjà une profession juridique avant, et le 3e concours de personnes qui ont déjà travaillé pendant plusieurs années, mais qui le passent également. Ça, c'est des personnes qui, donc ces 3 concours, ils vont entrer à l'école et ils vont faire les 31 mois de formation, donc presque 3 ans de formation. Ensuite, dans les promotions de l'école qui font des formations, cette formation longue, il y a également des personnes qui entrent sur dossier par intégration directe. Donc, c'est ce qu'on appelle la commission d'avancement qui est composée de magistrats élus par leurs pairs et de représentants la hiérarchie judiciaire et du ministère de la Justice, qui vont faire passer des entretiens effectivement après aux personnes qui présentent des dossiers pour être intégrées. Parmi ces personnes-là, il peut y avoir notamment des avocats. Ça, c'est des personnes qui veulent être intégrées dans la magistrature sans passer le concours, qui ont fait un autre métier avant et qui veulent faire les 3 ans de formation. Ensuite, vous avez des intégrations directes, d'autres donc dans lesquelles il y a beaucoup d'avocats qui postulent évidemment, dans lesquels ils ont déjà fait une profession juridique suffisamment longtemps pour qu'ils aient une formation plus courte. Donc de 6 mois ou voilà, je ne sais plus exactement, je crois que c'est où ça en est, mais je crois que c'est 6 mois. Donc là, il y a aussi beaucoup d'avocats. Donc en fait, c'est ouvert pour les avocats. Il y en a quand même pas mal qui deviennent magistrats. Mais la difficulté, c'est que quand vous avez en profession libérale, vous avez un cabinet, c'est compliqué en fait. C'est déjà puis quand on a déjà sa vie, etc., et qu'on est avocat, et puis qu'il faut retourner à Bordeaux. Faut aller se trimballer en premier poste. Moi, j'ai fait mon premier poste à Laon, dans l'Aisne. Alors, j'étais ravie, c'était merveilleux. Mais enfin, j'avais 23 ans, quoi. Vous voyez. Donc voilà. Donc, je pense que c'est pour ça. Après, oui, on n'est pas dans un système comme dans certains pays où il faut d'abord avoir été avocat pour être magistrat ensuite. C'est un peu ça qu'il y a derrière votre question, peut-être. Mais ce n'est pas le cas. Alors, effectivement, ça fait partie des pistes aussi dans les pistes que le ministre a annoncées, puisque ça lui tient quand même assez à cœur, cette histoire-là, et qu'il a beaucoup critiqué l'École nationale de la magistrature. Il y a ce fait de faciliter un cursus pour des avocats où ils seraient plus nombreux à intégrer la magistrature. À un moment donné, il avait dit que lui, il était favorable à ce qu'on soit d'abord avocat avant d'être magistrat. Bon, il ne l'a pas mis en œuvre pour le moment. Mais après, simplement pour dire juste un mot sur l'école quand même, parce qu'elle est souvent très critiquée, je ne dirais pas que l'École nationale de la magistrature, c'est une école de révolutionnaires, pour reprendre les termes. Mais sur la question de l'ouverture d'esprit, enfin de ce qui est inculqué aux magistrats de cette école, c'est vrai qu'il y a. Pourtant, Dieu sait que je suis pas du genre très corpo, faut être clair. Mais quand même, c'est quand même une formation de qualité. Et vraiment, on a entendu énormément de bêtises dans les médias, sur l'école. Je sais plus. Ça ne me revient plus, mais il y a des choses totalement fausses qui ont été dites sur la manière dont ça fonctionne à l'ENM, quoi. Mais j'avoue que ça ne me revient pas. C'est bien, j'ai oublié. Alors, on va passer une question ici, mais également donc à distance. Je vous rappelle que vous pouvez poser des questions. Il y en aura une après. Mais donc, on va commencer par une question ici. Je voulais juste rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure concernant la sévérité des peines en France. A priori, je suppose qu'il n'y a pas de raison, il n'y a pas une délinquance ou des cas particuliers qui font que la France devrait être plus sévère que les autres pays européens. Donc finalement, on se tire une balle dans le pied en faisant ça. Donc qu'est-ce qui empêche les magistrats en fait, de réduire
la durée des peines et donc de désengorger les prisons et donc de déployer des moyens plutôt vers les magistrats plutôt que la prison? Écoutez, alors franchement, moi, j'aime bien ces questions. Parce qu'en général, on me pose plutôt la question de savoir pourquoi on ne met pas plus de prison. Alors, c'est bien, ça change. Alors, il y a tout un tas de choses qui expliquent ça. D'abord, ce climat dont je vous parle depuis tout à l'heure. Les magistrats, ils ne sont pas en dehors de la société. Ils allument la télé, ils écoutent la radio comme tout le monde. Et ils entendent que la justice est laxiste à longueur de journée. Ils ont des inspections quand, par malheur, ils n'ont pas mis quelqu'un en prison qui, derrière, va commettre une infraction et des violences, etc. Ils ont peur, je pense. Ce qui est dommage, parce que le magistrat doit être courageux, bien sûr, ça fait partie des qualités qu'on peut attendre, mais c'est forcément que ça a une influence à un moment donné. Ce n'est pas possible autrement. Par ailleurs, les textes votés toutes ces dernières années vont toujours dans le sens de plus de répression. Alors, vous avez une espèce de tour de passe-passe où, comme ça explose en prison, on crée des textes pour, en bout de course, une fois que la peine est prononcée, essayer de ressortir les gens, les libérations conditionnelles, automatiques, etc., etc. Parce que là, on est comme ça. Mais tous les textes qui concernent la procédure pénale et les peines, il faut regarder ce que c'est qu'un code pénal aujourd'hui. C'est-à-dire qu'avant, moi, quand je suis rentrée dans la magistrature, quand on commettait des violences, éventuellement, il y avait, je sais pas, il y avait 10 circonstances aggravantes en réunion, avec armes, sur un mineur, sur un ascendant, enfin un parent, etc. Bon. Aujourd'hui, c'est vous commettez une violence à cloche-pied avec la tête comme ça et un cheveu en l'air, c'est pas la même peine parce qu'on a eu un jour un fait divers où vous étiez à cloche-pied, donc forcément, c'est devenu incroyable. Donc des choses qui avant ne ressortaient pas, notamment du délit, qui étaient des contraventions, sont devenues des délits. Maintenant, avant, quand vous commettiez des violences, vous mettez une gifle à quelqu'un dans le métro, aujourd'hui, c'est un délit. Avant, c'était une contravention, parce qu'il y a la circonstance aggravante dans le métro. Et tout est comme ça. On a fait baisser tous les seuils permettant de faire la détention provisoire. On a créé des infractions qui... Alors, quand je parlais en introduction, mais ça, j'en ai pas du tout... je ne l'ai pas du tout développé, mais quand je parlais du fait que le principe selon lequel on ne peut être emprisonné que par rapport à une infraction qu'on a préalablement, qui est prévue par la loi préalablement et qu'on a commise, qui rentre dans les conditions précises de la loi, est en train de bouger parce qu'on a créé des infractions attrape-tout. L'attroupement en vue de commettre des dégradations. Ben ça, c'est que les gens se retrouvaient en garde à vue lors des manifestations Gilets jaunes pour ça. Et là, on peut avoir des peines, etc., etc. Donc, tout pousse à plus de répression, avec en bout de course, effectivement, sur les peines, pour le coup. Peut-être que ça vous a envie de répondre. OK. Donc, ouais. Attendez, non. Question à distance, là, René. Oui, bonsoir, merci de cette conférence. On ne t'entend pas, René. Alors, attends, excuse-moi. Chez toi, là, voilà, c'est bon. Mon micro, normalement, est allumé. Ça y est, vous m'entendez? Oui, ça y est. D'accord, oui. Non, bonsoir, merci. Merci, intéressante. Oh là là, il y a de l'écho. Je m'entends avec le gars. Voilà, vas-y voir, ouais. Vas-y, René. René, vas-y. Je réactive mon micro, ça y est, ça marche? Alors, non, mais c'est pas. Alors, non, c'est le micro. Il n'y a pas de micro. Mais mon micro, c'est mon micro. Il n'y a pas de micro. Non. Ça va? Ça y est? Qu'est-ce qui se passe? Ça marche? Ouais. Vas-y, essaye voir, René. Essaye. Est-ce que ça marche? Non, ça ne marche pas bien. Non? Vous ne m'entendez pas? C'est léger, mais ouais. Bon, ben, je passe mon tour alors. Ouais, vas-y. Oh. C'est pire que le Larsen, là. Bon, qu'est-ce que je fais? Ouais. J'en profite pour poser une question. Est-ce que entre le syndicat de la magistrature et l'USM,
est-ce que les solutions qui sont prônées par ces deux syndicats sont très proches ou est-ce qu'il y a des différences fondamentales? Oui, il y a des différences. Alors, moi aussi maintenant. J'ai un écho. Je dirais que sur ce dont je vous ai parlé aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y ait grand-chose où l'autre syndicat ne serait pas d'accord, par exemple. Disons qu'au fur et à mesure que l'étau se resserre sur la justice, qu'on a quand même une évolution un peu inquiétante en termes de débat public, d'état de droit, d'atteinte à l'indépendance, etc. Alors, j'aurais tendance à dire que l'autre syndicat s'est un peu rapproché de nous. Mais bon, peut-être que c'est ma vision à moi. En tout cas, on partage effectivement sur des fondamentaux cette question des moyens, cette question de l'indépendance, cette question de l'état de droit, des choses. Sur les préconisations, non, c'est sûr que... alors, c'est pas... Il y a des choses où on n'est pas d'accord, mais c'est principalement que le syndicat s'intéresse à des sujets plus larges que l'autre syndicat est plus un syndicat quand même de défense des intérêts professionnels et matériels des magistrats. Et le syndicat de la magistrature va s'intéresser à des sujets qui sont des sujets globalement de droit et de liberté plus larges. Donc, sur la justice, on n'a pas forcément les mêmes avis sur les réformes à entreprendre. Par exemple, le syndicat va proposer cette question de la dépénalisation des drogues. Le syndicat, nous, on y est favorable. L'autre syndicat, ce n'est pas le cas. Des choses comme ça. Sur l'indépendance de la justice, sur les réformes statutaires à entreprendre, globalement, on est à peu près d'accord en réalité. Sur le fait que la police judiciaire devrait être attachée au ministère de la Justice et pas à celui de l'Intérieur, par exemple, on est tout à fait d'accord. Il y a beaucoup de choses qui, effectivement, sont quand même partagées sur des fondamentaux. Après, sur d'autres sujets, droit et liberté, et nous, on va avoir des propositions peut-être plus, on va dire moins, je ne sais pas comment dire ça, plus osées peut-être. Voilà. Bon, alors, oui. Alors, ça ne marche pas le... Alors, je ne sais pas, on va essayer. René, est-ce que tu peux réessayer, s'il te plaît? Mais, ça y est, ça marche. Est-ce que ça marche? Ouais. Est-ce que vous m'entendez? Vas-y, parle. Non, on ne t'entend pas là. On t'entend pas. Non. Bon, ouais. On n'entend pas. Tu as coupé ton micro, non? Non, je l'ai remis. J'ai remis mon micro. J'ai mon micro allumé. Donc, désolé. D'habitude, ça marche. Et donc, voilà, le ministre est passé par là. Et... Je suis victime de la censure. Bonsoir, merci pour votre intervention. Bien sûr, quand je lis 1 jusqu'à 10, j'adhère totalement à ce que vous dites. La seule chose, c'est cet intermédiaire, puisque il y a trop de dossiers en attente, il faut des délais énormes, les flux ne sont pas gérés, et je lis procureur 3 pour 100 000 habitants, alors qu'en Allemagne, il y en a 11, 25, etc., pour les juges du siège aussi. Qu'il faut 3 ans pour faire un magistrat, avec un concours qui est difficile et qui est très important. Donc, comment vous voyez, comment dans ce délai, vous avez donné quelques recettes, mais comment voyez-vous comment faire pour, c'est catastrophique, comment vous voyez l'intermédiaire, comment y arriver, puisqu'il faut 3 ans pour faire un magistrat et vous avez besoin de collègues, voilà. Oui, vous avez raison. Alors, ce n'est pas 3 ans pour tous, puisque comme je vous disais tout à l'heure, ceux qui intègrent, il y en a un certain nombre qui ont une formation beaucoup moins longue, des avocats et autres. Mais bien sûr, ça ne va pas se faire en 5 minutes, et puis on n'aura sans doute pas... enfin, je veux dire, on nous a promis un certain nombre de magistrats, on ne sait pas ce que ça donnera, tant que ce n'est pas fait, il ne faut pas trop faire des plans sur la comète. Mais en tout cas, même dans la perspective d'une augmentation des effectifs, comment on fait? Nous, ce qu'on pense, c'est qu'il faut définir des priorités et que ça n'est pas fait du tout. Et c'est là où on a un vrai problème de renversement, en fait, de la manière dont ça fonctionne. C'est-à-dire que ce n'est pas, encore une fois, le procureur de la République qui fait la politique pénale actuellement. Donc, nous, on subit des flux, en fait, en matière pénale, qui bouffent toute l'activité des juridictions. Parce que
même si 60% des décisions rendues, c'est de la justice civile dans les tribunaux, en réalité, on dépense une énergie et un temps de magistrat absolument monumental pour juger des affaires pénales de très faible gravité, en fait. Donc, on a déjà une marge de manœuvre là-dessus. Et malheureusement, avec pour l'instant une impuissance totale de nos chefs de juridiction que nous interpellons régulièrement dans les assemblées générales. À Paris, ces derniers temps, il y a eu des assemblées générales avec des motions votées par les magistrats disant qu'on souhaitait pouvoir juger les affaires de criminalité grave et arrêter de prendre tout notre temps pour juger en comparution immédiate des vols de scooters, quoi. Donc oui, il y a des choses à faire. On pourrait faire des choses, je pense. Ok. On est quasiment à la fin de la soirée, là. Encore une question? Bon, elle va être courte. Vous avez bien montré tout à l'heure combien une justice n'est pas étrangère à la société dont elle émerge. Et vous avez parlé aussi du Canada et de la justice plus restaurative. Est-ce que votre syndicat reste dans ce système de justice punitive que nous avons en France, ou est-ce que vous avez des positions par rapport à ça? Oui, alors il y a la justice, il y a effectivement la justice résolutive de problèmes et la justice restaurative, donc c'est deux choses un peu différentes, mais dans le même esprit. Oui, le syndicat défend l'idée que, notamment, pour tout vous dire, pour la justice restaurative, dans le contexte des débats qui ont eu lieu sur les violences faites aux femmes et les affaires sexuelles, le syndicat, par rapport à tous ces débats autour de la prescription, qui sont des débats très, très irruptifs, estime qu'il faut à un moment donné aussi savoir dire que la réponse pénale ne peut pas être tout, et notamment dans ces affaires extrêmement compliquées dans lesquelles certaines ne veulent pas déposer plainte. Et donc, on pense que la justice ne peut pas tout. Et quand des affaires pénales, des plaintes sont si on étend la prescription à l'infini, actuellement elle est de 30 ans en matière de violences sexuelles, la justice n'arrivera pas à récolter les preuves nécessaires pour une condamnation, ce qui sera une source de frustration très importante pour la personne qui a dénoncé des faits. Et donc, on pense que ce genre de solution de justice restaurative, notamment, est très intéressante et qu'il faut peut-être changer un peu de prisme et ne pas penser tout à l'aune de la seule réponse pénale, qu'il y a d'autres façons de faire qui sont très intéressantes. Et malheureusement, comme pour beaucoup de choses, la France n'est pas très en avance là-dessus, même si nous avons échangé avec cette personne au ministère de la Justice. Il y a une chargée de mission qui s'intéresse à cette question des juges, la justice restaurative, et qui essaye de la développer avec des associations qui travaillent dessus. Bien, merci. Nous arrivons donc à la fin de ce débat. Un très grand merci à vous, merci. À vous aussi. Et puis, puisque nous sommes le 10 mars, on va dire vive les femmes magistrates. Merci beaucoup. Merci. Merci.